Et bonsoir à tous, bonsoir YouTube, bienvenue dans cette deuxième vidéo de lore. Je suis ce soir en compagnie de H. Salut. Bonsoir, bonsoir tout le monde. Euh, Comment vas-tu? J'espère que tu vas bien. Ça va très très bien et toi Aurel? Parfait, non, ça va très très bien. Donc voilà, écoute, je vais te laisser la parole pour nous introduire de quoi on va parler ce soir. Je pense qu'on va surtout attaquer un peu les origines. Je te laisse la parole là. C'est ça, donc en fait au début on a parlé un petit peu du début de RAF, donc d'où viennent un peu toutes les régions, comment est-ce elles ont été créées, par qui, comment, et puis ensuite on passera un petit peu plus de temps sur la petite nouvelle qui a été écrite à la sortie du deck Jarl, parce que c'est un peu les écrits les plus anciens qu'on a sur l'histoire de RAF. Et ensuite, on passera un peu de temps sur chaque personnage qui a sa carte de héros dans le jeu. Et parler un peu d'où ils viennent, qui ils sont, tout ça, tout ça. Ah, Voilà. c'est cool, on va pouvoir découvrir un peu, ben voilà, un peu tous les héros de race et ça fait très très plaisir, j'avoue. Très bien. Eh bien écoute, on est parti. On est parti. Je crois que on va commencer un peu par l'univers Solana, c'est ça? C'est ça, c'est ça. Donc, si on regarde un peu la carte du monde de RAF, Eh oui, on peut la voir que, fameuse. la fameuse, voilà, on peut voir que vraiment, en point central de la carte, on a vraiment, enfin, Solana est en plein milieu. Oui. C'est là, sur la carte, moi, c'est vraiment le point le plus majestique, très joli, avec les lumières, etc. Et en fait, on nous explique dans les écrits donc sur le site de Fab que il y a très longtemps, un temps qui n'est pas vraiment défini, des colons sont arrivés a priori par bateau d'une terre lointaine, d'un autre continent, comme appelés par la lumière de Sol sur cette terre de Raf. Et en écoutant leur dieu, ont fondé ce qui a commencé par un petit village, qui est donc devenu Solana au fur et à mesure des années. Il y a quelques points importants, mais l'idée c'est que en fait c'est ce peuple-là qui est arrivé pour fonder Solana. Euh, bah, déjà, on sait à travers différents trucs que c'est pas les seuls êtres qui sont sur RAF, et surtout que c'était pas les premiers. Il y avait déjà des gens qui étaient là avant sur d'autres endroits du continent. Ok. Euh, Je vais et avoir déjà une petite question, ouais, si dis-moi, ça non, dis-moi. t'embête pas. Moi, on l'a déjà vu dans la première vidéo. Ouais, Je suis pas du tout au courant ou très très peu du ouais, bien lore. sûr. Je Bien vois sûr. que tu as déjà abordé le sujet de Sol, Ouais, d'où est tiré le nom d'où le de nom Solana. Solana. Qu'est-ce que Sol? Alors oui, tout à fait. Alors Sol, Yes. c'est donc la divinité du peuple de Solana. D'accord. Et dans l'idée, c'est le dieu de la lumière qui est Ouais. là pour guider les humains. Ok. Euh, En réalité, on n'a pas vraiment enfin, on n'a aucune idée de est-ce que c'est une divinité qui est réelle ou non, comparé à d'autres êtres qui s'approchent aussi du divin. C'est-à-dire qu'on sait qu'il y a des pouvoirs qui sont au-delà de la compréhension humaine qui existent sur ce monde et sur ce continent. Sol, a priori, est quelque chose en quoi le peuple croit, mais il n'y a jamais de réelle euh, preuve de son existence, entre guillemets. D'accord. C'est-à-dire que voilà, c'est vraiment un peuple qui croit en le dieu unique Sol. Ils ont basé leur civilisation autour de ça, mais il n'y a jamais aucune. En tout cas, il n'y a aucune envie de la part de l'SS de nous dire que c'est une divinité qui fait présence et qui est là. Ouais, on n'a pas de Euh, preuves matérielles, de Exactement. manifestation ou autre Il y a, il y de a Sol, des quoi. gens qui entendent sa voix, notamment les Ouais. magistrats, qui sont en fait un peu comme la gouvernance de Solana. L'idée, c'est qu'il y a plusieurs magistrats qui sont chacun en charge de leur propre partie, on va dire, du gouvernement. Et ces magistrats, en général, en tout cas, clament entendre la voix de Sol et agir en tant que la volonté de Sol. Mais voilà, il n'y a pas de preuve matérielle, ou en tout cas, il n'y a rien qui suggère dans ce qu'on a que c'est une idée qui existe. D'accord, ok. Très bien.
la petite chose qui peut nous faire dire que ce soit une divinité qui existe ou pas, il y a en tout cas un réel pouvoir de la lumière qui existe. Ouais. C'est déjà, Ça, on a les preuves, on a ouais. différents héros qui l'utilisent. Bien sûr. Et aussi, un point central de la culture de Solana, c'est qui s'appelle le rituel d'éveil. Et qui est en fait quelque chose dont tous les adolescents participent, environ entre leurs 16 et leurs 18 ans. Chaque année, il y a une procession donc de jeunes qui sont amenés vers le palais. Et il y a une salle spécifique du palais où, sur les murs, il y a des centaines de différents objets du quotidien, outils, armes, etc. Et à travers un rituel ou à travers la magie de Sol, dans l'idée, c'est à travers la magie de Sol, un de ces outils va attirer, ou en tout cas va être attiré à chaque jeune personne, Ouais. et ce qui va déterminer un peu leur destinée. Leur vocation et tout leur ça. vocation, exactement. Je crois avoir entendu parler un peu de ça, mais enfin, c'est le cas de Dorinthea, non, il me semble? Exactement. Ok, c'est ouais, comme ça ok. que Dorinthea est devenu le personnage qui est devenu. Je vais pas raconter exactement l'histoire, on en parlera un peu Oh, plus bien sûr, plus je te tard. laisse défiler le fil. Mais voilà, dans l'idée, effectivement, que ce soit Dorinthea ou Boltyn, chaque membre du peuple de Solana j'allais dire subit, mais plutôt vit ce rituel. C'est pas une épreuve. Un autre élément important de Solana, c'est que ils ont beaucoup des moments qui ressemblent un petit peu à des croisades, entre guillemets, c'est-à-dire qu'ils vont aller dans des endroits, récupérer des artefacts qu'ils considèrent comme sacrés ou comme divins, et ils vont les prendre, je sais pas si c'est du vol ou quoi, ça dépend. Des fois, ils les récupèrent, des fois, ils les trouvent, des fois, mais en tout cas, ils les ramènent à la cité, et il y a comme des donjons souterrains où ils gardent tous ces artefacts-là en secret. Ça marche. Donc voilà. Ça, Solana, c'est vraiment le début de la civilisation humaine comme nous, on peut y être familier. Et ensuite, de cette civilisation vient des monastères. Parce que l'idée, c'est qu'il y a un des magistrats fondateurs de Solana qui, à la recherche de plus de compréhension de la divinité, s'est un peu perdu, entre guillemets, et a été rejeté par ses pairs et banni de la cité. Et donc, en étant banni de la cité, ce magistrat est allé dans son coin, sur une petite île, qui est donc maintenant devenue l'île de Monastery, et il a construit un manoir qui a pour mission, entre guillemets, de la recherche de connaissances, de pouvoir, et le recueil de tout être rejeté. Donc, bon, voilà, à la base, on peut se dire que c'est pas forcément une mauvaise chose. Oui, ça part pas d'une mauvaise intention, mais c'est peut-être de fil en Exactement. aiguille. Ouais. Mais voilà, de fil en aiguille, c'est devenu quelque chose qui est quand même très basé sur la recherche du pouvoir parfois démoniaque, etc., des rituels. Solana, au fur et à mesure, a essayé de vouloir pourchasser ce magistrat et pour vouloir envahir en fait cette île. Et avec son pouvoir grandissant, le magistrat a en fait détaché l'île de toute connexion directe avec Raph, en fait isolé complètement l'île et l'a rendue inaccessible à tous ceux qui ne veulent pas, enfin qui ne méritent pas de la trouver, entre guillemets. D'accord. Que ouais, c'est un peu un lieu inatteignable, quoi, maintenant. C'est un petit peu ça. L'idée, c'est que maintenant, c'est une île qui est atteignable uniquement par ceux qui en ont besoin. Ça marche. Donc, déjà, toute personne qui croit en Sol ne pourra jamais l'atteindre. Donc voilà. Mais on peut voir plus tard, c'est pas non plus une île où il n'y a jamais personne de nouveau. Il y a des gens qui l'atteignent, qui y vont. Et est-ce qu'on la voit matérialisée sur la carte de race? Tout à fait. Si on retourne rapidement sur la carte de RAF, en dessous du continent, un petit peu plus en bas, ah oui, il y a ok, une petite île, voilà.
Ok. Monastery, j'avais pointé à l'écran comme si les gens allaient voir. Mais voilà, vous pouvez voir en bas un petit peu sur la gauche de Solana, on a une gigantesque île avec un manoir, et voilà, c'est ça des monastères. Ça marche. Euh, et donc, à l'intérieur de Monastery, il y a en fait énormément de gens. C'est un peu comme un manoir qui, à l'intérieur, est infini. Il y a toutes sortes d'alchimistes, de sorciers, de créatures un peu inimaginables, puisqu'il y a plein de gens extrêmement puissants qui font leurs tests, qui font leurs créations, qui se pourchassent, et en fait, c'est un peu l'idée, c'est un peu comme un manoir d'horreur, sauf que tout est réel et que tout peut te tuer à tout moment. Et donc, c'est pas forcément le truc le plus chouette à visiter. Mais donc, il y a plein de choses qui s'y font. Et l'île entière est un manoir. Le manoir prend globalement, oui. L'idée, c'est que le manoir est plus ou moins infini et est sur l'île. Après, l'idée, c'est que quand tu regardes le manoir de l'extérieur, tu ne peux pas comprendre ce qui se passe à l'intérieur parce que l'intérieur est beaucoup plus grand que ce que tu peux croire Ouais. à l'extérieur. C'est vraiment cette idée de TARDIS, voilà, c'est une petite boîte de téléphone, mais en fait, quand tu rentres à l'intérieur, c'est un gigantesque vaisseau spatial. Ok. Alors, on va pas parler de propagande pro-Solana, on verra un peu plus tard quand on parlera des personnages. Je n'ai pas d'avis positif que ce soit sur Solana ou sur Mastery. Je suis plus de l'opinion que c'est tous des connards et personne n'est tout beau, tout gentil. Les mots sont dits. Voilà, on verra un peu plus tard, mais Solana, c'est pas non plus tout beau, tout joli. J'en ai déjà un petit peu parlé, mais ça reste une cité, enfin une population guerrière qui allait à beaucoup d'endroits pour faire la guerre, pour faire des croisades, pour aller récupérer des artefacts et pour les enterrer. Donc voilà. Je ne prends pas je prends pas position. Je suis ni pour la lumière ni pour les ténèbres. Les deux ont leur bon point, les deux ont leur mauvais point. Donc voilà. Ça, c'est pour un peu les civilisations plus humaines qu'on connaît. Et après de ça, il y a eu une autre, c'est très politique. Il y a eu une autre civilisation qui est un peu plus humaine, c'est la ville de Matrix et le territoire de Bits. Globalement, pour comprendre un peu comment les Bits existent, il faut parler d'abord de Matrix. Donc Matrix, c'est une cité industrielle qui est globalement basée autour de l'énergie, de la ressource et de l'innovation. Alors, juste avant, si je peux me permettre, avant que tu rentres un peu dans les détails, est-ce qu'on a un historique de comment s'est créé Matrix? Est-ce que c'est créé après justement les villes de Solana et des monastéries? Est-ce que ce sont des peuples de Solana qui se sont détachés de Solana pour aller construire Matrix? Est-ce qu'on a un peu de background là-dessus? Alors, pas vraiment. On peut supposer que ça s'est fait après, ne serait-ce que par la différence de technologie on va dire de culture dans les différentes manières de fonctionner. On peut supposer que c'est des personnes, soit c'est des personnes de Solana qui voulaient vraiment aller vers cette innovation, vers ce progrès, du coup, qui sont allés ailleurs, développer leur propre cité, leur propre culture. Soit c'est un autre peuple complètement. On ne sait pas vraiment. Les choses sont très vagues là-dessus. Globalement, en termes de timeline, tout est assez vague. On n'a pas forcément plus d'informations, même dans le lore plus récent, sur les événements qui se passent. La timeline est très floue. C'est très peu clair. Quand est-ce que se passent les choses à Volcor? Quand est-ce que se passent les choses à Solana? Donc, voilà. C'est pas forcément très clair. Probablement plus tard, vu l'innovation, mais ça se trouve c'était avant. On ne sait pas plus que ça. Donc, voilà. Donc, Matrix, innovation, etc. Et en fait,
J'irai dans plus de détails si à un moment donné on fait un épisode sur Matrix, mais l'idée c'est que c'est une ville qui est sur plusieurs niveaux. Et au niveau le plus bas, grosso modo, c'est les gens sont payés que dalle, c'est hyper pollué, ils vivent très mal, ils mangent très mal. Au niveau un peu après, ça va, c'est vivable. Il y a des trucs à droite à gauche, c'est encore assez pollué, mais c'est pas ouf. Et au niveau d'après, c'est là où il y a tous les grands patrons des entreprises, le gouvernement et les gens qui euh, contrôlent le reste de la vie. Globalement, pour faire simplifier, c'est ça. Ouais, des vraies strates dans la vie. Ouais. Je vois quelqu'un faire la blague dans le chat, mais pour ceux qui connaissent le monde de League of Legends, globalement, Matrix et The Pits, c'est Piltover et Zone. C'est pas un concept qui est nouveau, ça existe dans plein de villes, dans plein de trucs de SF. Voilà, c'est pas le truc le plus révolutionnaire du monde. Mais du coup, comme dans ce genre de monde-là, The Pits, à la base, c'est avant tout les sites miniers de Matrix. C'est-à-dire que Matrix, pour faire ses inventions, pour faire fonctionner son industrie, ça a besoin de ressources. Et donc, ça a besoin, en partie, de miner des choses et d'avoir des grandes, voilà, des grandes zones où ils font exploser des trucs. Et voilà. Donc, The Pit, c'est ça. Finalement, c'est juste des mines abandonnées qui sont inutilisables parce qu'il n'y a plus de ressources, parce qu'il y a trop de pollution, parce qu'il y a trop de dégâts. Et où vivent les personnes les plus pauvres de la ville. En tout cas, essayent de survivre. Surtout à base de travail mercenaire. De l'assassinat, du kidnapping. Voilà. Tous les trucs les plus fun et les plus recommandables. Ouais, c'est le coupe-gorge un peu, quoi. Voilà, c'est vraiment ça. C'est vraiment une ville qui se base sur le fait de vivre par ce genre de goût-là et des tavernes. Globalement, c'est un peu les deux métiers que tu peux faire dans Avignon. C'est les deux métiers que tu peux faire dans Pits. Oh, les mots sont durs, hein. Soit tu tiens une taverne, soit tu tues des gens. Et c'est à peu près les deux seuls métiers qui existent à The Pits. Là où Matrix, tu peux soit travailler dans une entreprise et être bien payé, soit travailler dans une entreprise et être un esclave. Donc en vrai, ça va, t'as plus de choix. Ah oui. Donc il y a des esclaves aussi dans cette. Disons que c'est décrit un peu comme. C'est un peu écrit comme de l'esclave légal où c'est des esclaves, mais en vrai ça va parce que ils ont une maison et ils peuvent manger, donc ça va. Okay. C'est pas si terrible. Donc voilà. Et c'est dans cet univers-là, du coup, que sont les différents personnages de Matrix. C'est globalement une métaphore pas très subtile de l'hypercapitalisme, etc. Ouais. Comme il y en a eu beaucoup, et tout comme sont Piltover et Zone, et comme sont tous ces univers de SF. C'est vraiment l'idée de ce genre d'univers globalement, c'est de parler de ce genre de système poussé à l'exagération pour montrer Matrix Solana se côtoie. Alors, oui et non, plus ou moins directement. En fait, Matrix et Solana, ils se côtoient dans le sens où il y a des gens de Solana et des gens de Matrix qui vont des fois se retrouver au même endroit. Notamment, un des endroits, ça va être en fait dans les Savage Lands, ou à l'orée des Savage Lands. Il y a des avant-postes qui sont là pour l'exploration. Et qui sont là pour aller chercher des ressources, qui sont là pour aller chercher des choses un peu spécifiques qu'il y a uniquement dans les Savage Lands. Et du coup, des fois, il y a des inventeurs de Matrix qui vont se retrouver là-bas. Et aussi des guerriers de Solana qui sont souvent en fait employés pour protéger les explorateurs pour aller chercher ces ressources-là. Donc, soit ils n'ont pas forcément ils sont pas en conflit, pas forcément non plus des relations hyper amicales ou. C'est pas forcément des alliés, mais c'est ça. C'est un truc qui au final est assez peu décrit, dans le sens où c'est plus, on va dire que ça n'existe pas vraiment et qu'on s'en occupe pas, parce que en réalité, si on parlait dans un monde un peu plus réaliste avec plus de détails, si tu avais une ville qui était entièrement basée sur de la KPDP et des armures et t'as un peu de magie, et un autre qui a des fusils sniper, il y a un moment donné, il y aurait il y a un rapport de force qui s'établit. Et
Or, là, le parti pris, c'est on s'en fout, c'est pas important. Ouais, Peut-être qu'à un moment ça donné, marche. ce sera un conflit qui existera, ou du coup, il faudra effectivement voir un petit peu tout ça. Mais voilà, globalement, c'est un peu ça. Ok, très bien. Du coup, on parlait de Savage Lands, on va Mhm. rapidement parler dessus. C'est donc une gigantesque forêt jungle qui est à l'ouest de Solana sur la carte. Yes. Et bon, les origines de une jungle, c'est une jungle. Je veux dire, y a pas, on va pas non plus passer 100 000 ans dessus. Tout à fait. Il y a C'est pas de ville importante, hein, ou... Enfin, non, hein, Il c'est n'y a que... aucune Ouais, cité. très, C'est très full inhabitable. sauvage. Voilà, il y a énormément de faune et de flore. Mm. 95% de la faune et la flore veut buter tout ce qu'il y a à l'intérieur. Tout a Donc des dents. c'est... Voilà, tout a des dents, tout est empoisonné, tout a envie de te tuer. Et Stylé. c'est globalement ça qu'on peut faire. Il y a quelque chose à dire. Je parlerai un petit peu plus de ces deux, trois trucs-là quand on parlera un petit peu des personnages de Savage Lands. Mais globalement, c'est une jungle. Il n'y a pas non plus 45 minutes à passer là-dessus. Ça roule. Euh, il y a pas un délire comme quoi la technologie de Matrix ne marche pas en dehors de Matrix. Alors, oui et non. L'idée de la technologie Matrix, c'est que ça fonctionne à partir des déclocores. Tout ne peut fonctionner que grâce à ça. C'est une technologie qui a été trouvée. J'en parlerai un petit peu plus tout à l'heure quand on parlera de Teklovoson. Mhm. Mais c'était découvert par Teklovoson et ça fait fonctionner toute la cité et toute la technologie qui se passe. Donc, dans un sens, si tu n'as pas cette énergie, tu ne peux pas faire fonctionner la technologie. Mais Ok. il y a des moyens de transporter ces déclocores et de les utiliser à l'extérieur. Donc, en soi, ça serait possible. Après, ça prend un grand nombre de ressources, etc. Donc, c'est peut-être ce qui peut expliquer le fait que la ville ne s'est pas étendue, n'a pas essayé de conquérir quoi que ce soit. Mais voilà. A priori, c'est tout. Ok, très bien. Du coup, donc Matrix, Savage Lands. Rapidement, on va repasser sur Volcor. Je vais, pareil, pas y passer très longtemps parce qu'on a Mhm. fait 2 heures dessus la dernière fois. Mais donc, pour rappel, Volcor, c'est une cité, une civilisation qui a été créée sur un territoire qui est donc protégé et créé par un dragon qui s'appelle Volcor et qui a surveillé les humains pendant des années et des années avant de s'endormir à même le sol et créant ce gigantesque volcan qui trône au centre de Volcor et qui a donc sur ça a donc été basé un empire avec pour lignée donc une lignée d'empereurs qui partagent la magie de ce dragon, qui est la magie des flammes, la magie draconique, que partagent tous les Drakai, qui sont les nobles de l'empire de Volcan. Euh, donc voilà, si vous voulez en savoir plus, je vous invite à aller voir la vidéo en replay qui est sur la chaîne de The Inters. Tout On a à passé fait. 2 heures dessus, c'est super intéressant. Ah ouais. N'hésitez pas si vous voulez en savoir plus. Tout le détail d'un Volcor est dans la première vidéo de Exactement. Laura. Euh, Ensuite, à l'est de ça, il y a Mysteria, qui est donc la lande, le pays donc des ninjas. Euh, Mysteria, c'est vraiment le truc où il y a presque le moins d'informations dans tout. Ça, c'est rien. Ça, c'est Mysteria. Tout à fait. C'est peut-être le truc où il y a le moins d'informations dans tout le lore de Flesh and Blood. On sait très peu de choses. On sait que c'est une énorme vallée qui est recouverte de brume quasiment tout le temps et qui est extrêmement dure à accéder. L'idée, c'est que tous les membres des clans et des villages de Mysteria s'entraînent jusqu'à leur âge de jeune adulte juste pour marcher et pour naviguer dans leur village. Parce que c'est Ah oui, tellement c'est escarpé, c'est difficile, tellement ouais. complexe Ouais. qu'en fait, il faut s'entraîner presque toute sa jeunesse juste pour aller d'un village à un autre. On le voit En sur fait, la représentation, là, que c'est exactement. des pics, C'est très des escarpé, il y a montagnes. des ponts, etc. Mm. Et donc,
Et donc, bah, en fait, tous les membres de ces villages sont des combattants extrêmement capables, qui ont des capacités physiques assez anormales. Et ça marche par. C'est vraiment une société qui fonctionne par clan et par village. Et chaque clan, chaque village a un peu sa spécialité de combat, ses techniques à eux, ses traditions, avec son gouvernement. Souvent, ça fonctionne par ancêtre et chef de clan. Il y a un chef de clan qui est aidé par un conseil d'ancêtres qui en soi lui donne des conseils, etc. Donc voilà, c'est là que ça vient. Il y a vraiment un événement très important à Mysteria auquel on reparlera un peu plus tard quand on parlera des personnages, Ok. qui s'appelle le... j'ai noté le nom quelque part. Eh bah non, j'ai pas noté le nom quelque part. C'est la marée noire, il me semble. Ok. Donc ça s'appelle la marée noire. Et l'idée, c'est que c'est une soirée ou une nuit il y a très longtemps, pareil, encore une fois, temporalité est très vague, Ouais. où il y a comme une vague de démons et de monstres qui ont complètement détruit des dizaines de villages à Mysteria. Et c'est The Black Tide en VO. Et qui ont donc tué énormément de membres de Mysteria, énormément de villages, et donc notamment les parents d'Ira. C'est pour ça on en parle un petit peu plus quand on parlera d'Ira, mais c'est vraiment un moment assez clé qui est potentiellement le début de pas mal de choses dans l'histoire. Ok. Et ça, au niveau temporalité, on a une idée. Enfin, ça a l'air d'être assez vieux quand même. On ne sait pas trop, c'est ça, mais. Pareil, on sait pas trop. Ouais. À la base, on pensait que c'était il y a fort longtemps. Ouais. C'est vraiment l'idée, c'est que Ira, c'est un personnage qui existait bien longtemps Ouais. avant la temporalité actuelle. Mais à la fois, on ne sait pas vraiment parce que avec l'histoire un peu plus récente qu'il y a eu sur la short story un peu plus récente qu'il y a eu avec Ira, bah, peut-être que finalement c'est pas si loin que ça en temporalité par rapport au reste. Ok. On ne sait pas trop. Il y a quand même des indices qui pourraient nous faire dire que c'était il y a pas mal de temps. Ira jeune rencontre Katsu, non, ça n'arrive jamais. Ok. Le clan d'Ira rencontre Katsu, mais du coup c'est ce qui nous fait dire que c'était il y a longtemps, c'est qu'en fait, le clan d'Ira a beaucoup changé entre l'idée qu'Ira avait à la base créé le clan et le clan que rencontre Katsu plus tard. Très bien. C'est un peu ce qui nous fait dire que c'est pas la même temporalité, parce que sinon ce serait un peu bizarre. Mais en réalité, on sait pas trop, et globalement, le fait est qu'il y a pas mal de choses qui sont arrivées au tout début du lore de Flameblood qui maintenant, en fait, sont un peu obsolètes parce que des choses qui ont changé, c'est pas les mêmes. Bien sûr. Donc, voilà. C'est normal que au tout début, Évidemment, ça, ça se développe, on peut pas non plus tout garder ce qui était le plus. Et ensuite, donc, Aria, la dernière, si je dis pas de bêtises, c'est la dernière région qui nous manque. Aria, c'est vraiment une région qui est très intéressante en termes de lore, puisque c'est potentiellement là où vivaient les premiers êtres vivants de Wrath. Aria, c'est vraiment le monde de la magie, de la nature, et c'est une partie du monde qui est vraiment très isolée du reste, puisque la magie, on va dire, la plus forte de la région, c'est ce qui s'appelle le flow. Et en fait, ce flow est un peu comme une représentation de la nature en elle-même. Et elle fait que tout bouge, en fait, dans Raya. Tout bouge très lentement, petit à petit. Mais tout bouge d'une manière que personne ne peut y entrer, à moins d'y être invité. Donc en fait, les montagnes bloquent des chemins, les forêts bougent pour te bloquer, pour que tu te perds à l'intérieur. Et en fait, le seul moyen d'y entrer, c'est d'être invité notamment par la magie de Korshem, qui est l'arbre-monde, qui est un point central d'Aria, et qui a la capacité d'attirer les âmes perdues à lui-même. Et donc, c'est un pays qui actuellement connaît la paix. Il y a des gens qui font la fête tout le temps, et c'est très sympa, et c'est très joli. Mais il y a fort longtemps, il y a eu une guerre
extrêmement importante entre ceux qui s'appellent les anciens, ou les anciens dieux, et le peuple qui habitait à l'époque Aria, les Olin. Les Olin, c'est le peuple de Holdim et de Jarl. Ouais. C'est pas vraiment des humains, on sait pas vraiment. Globalement, c'est des mastodontes, on voit qu'ils sont... C'est des mastodontes qui font 3-4 mètres. Ouais. Qui sont capables de... le même physique que les humains, quoi. Qui sont capables de porter des centaines de kilos, etc. Aria est sur Raf, tout à fait. C'est isolé par les montagnes et par la nature, mais c'est sur le continent. Si on peut rapidement remettre la carte. Ouais. Est-ce qu'on le, pareil, on le voit sur la carte? On le voit sur la carte. Ouais. C'est au nord-est du continent. Okay. Normalement, on devrait le voir. Ouais. Voilà. Au-dessus de Mysteria et de Solana. Exactement. C'est au-dessus de Mysteria et Solana. C'est vraiment voilà. C'est un peu la frontière entre Matrix, Solana et Mysteria. Tout ça, voilà. Tout ça, c'est Aria. Ça roule. Ouais, donc, comme je disais tout à l'heure, on va rapidement parler un petit peu de cette guerre, de ce début-là, parce que c'est vraiment un peu la première histoire qu'on a. C'est un peu comme le premier mythe, c'est la première légende qu'on a des mondes de Raf. Donc, en fait, les anciens, les dieux anciens, c'est une force un peu qui vient dans notre monde, on ne sait pas trop d'où ils viennent, et qui consume tout sur son passage, qui envahit tout, qui consume tout sur son passage. Et donc le peuple d'Aria était à l'époque donc les seuls défenseurs de cette terre, et avec l'aide de titans élémentaires qui sont le plus proche qu'on a de divinités qui ont une présence physique sur le continent. Donc, l'aide entre les titans et les Olin, en combinant leur force et leur pouvoir élémentaire, etc., ont réussi à repousser ces forces, en tout cas pour un temps. Ce qui est décrit dans la nouvelle qui a été écrite par Jarl, c'est qu'en fait, la guerre battait son plein, il y avait des morts de tous les côtés, et à un moment donné, il y a eu une gigantesque force magique qui a été développée de la part des titans élémentaires et qui a gelé l'entièreté de la région. Potentiellement du continent. En fait, on ne sait pas forcément trop parce que, encore une fois, à l'époque, il n'y avait pas vraiment d'autres vies qui étaient sur le continent. Et donc, tout le peuple des Olin et du coup, toutes les forces du mal prévu ont été gelées entièrement. Et donc, quand on arrive à notre époque un peu plus moderne, où on a notamment Holdim qui se réveille de la glace et qui est à nouveau libre, et ben en fait, son premier réflexe, c'est pas d'être super content et d'être en genre oui, c'est super, je peux vivre, c'est d'être merde. Si moi je me réveille, ça veut dire que potentiellement, les forces qui ont été gelées avec moi sont aussi en train de se réveiller. Et donc, on est sacrément dans la merde parce que les titans qui nous ont aidés à l'époque, du coup, sont plus là. Ok. Donc voilà, c'est un peu le premier, on va dire, c'est le premier gros conflit qui est set-up dans l'histoire de Flesh and Blood. Du coup, le gel par les titans, ils ont aussi bien... en fait, ils ont tout gelé. Ça a tout gelé. Ouais, ça a vraiment tout gelé. Ouais, les gentils comme les méchants, entre guillemets, quoi. Voilà. Okay. En fait, c'est même plus ou moins impliqué que c'est une magie qui vient de la nature elle-même. C'est-à-dire que les titans sont le conduit, on va dire, de cette magie-là, mais là, on se décrit dans la nouvelle. C'est vraiment la montagne en elle-même brille et propage cette magie sur tout le champ de bataille et sur tout le reste de la région. Donc vraiment très bonne nouvelle en termes d'information, mais aussi en termes d'écriture. Ça décrit vraiment très bien déjà la guerre qui était en cours et aussi le personnage de Jarl tel qu'il est.
C'est vraiment... voilà. C'est une très bonne lecture. Si vous êtes à l'aise avec l'anglais, je vous conseille. Si vous n'êtes pas à Yep. l'aise avec l'anglais, je suis en train de travailler sur une traduction française Top. de ce texte-là. Je vous tiendrai au courant dès que je l'aurai fini et je le Et posterai sur donc, le Discord, bien sûr. ça, c'est ce qu'il nous a expliqué dans ce que tu viens de nous décrire. C'est l'épisode qui est décrit dans la Exactement. nouvelle de Jarl. Et du coup, Exactement. est-ce qu'on en apprend un tout petit peu plus sur Jarl ou pas trop? Ouais, bah en fait, pas forcément sur sa vie qui était extra, parce Ouais. que c'est vraiment dans la guerre, mais plus sur son caractère. Mhm. L'idée, c'est que, bah, on en parlera un peu plus tout à l'heure quand je Ouais, parlerai du personnage, ça marche. mais c'est vraiment un bonhomme qui butait beaucoup de monde et pas forcément que ses ennemis. Ouais, on Donc se voilà. fait un peu l'image du mec qui t'écrase la tronche pour un oui ou un non C'est un petit peu ça. au visuel, Voilà. ouais. Pour un héros de glace, c'est quelqu'un qui est pas très chill, globalement. Yep, 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 yep. Donc voilà, on a fait un peu le tour des différentes régions. C'est cool. Du coup, je sais pas si tu as un peu d'autres questions sur d'où viennent les peuples, d'où viennent les choses, enfin d'où viennent les civilisations, etc. Bah, je N'hésite pense que pas. Si le chat a des questions aussi, n'hésitez ouais, pas. dans le chat, si vous en avez, moi je pense que là, hein, tout de suite, j'ai pas de questions qui me viennent en tête, mais on a un peu balayé justement les différentes régions et Ouais. leur histoire, donc c'est cool, quoi. Et est-ce que du coup, peut-être, est-ce qu'on a des régions qui sont encore citées, qu'on a des idées, mais qui ne sont pas développées en tant que telles sur la carte, qu'on aurait laissé de côté ou pas? Alors, en fait, sur la carte, il n'y a pas vraiment grand-chose. Ouais. Il y a une chose qui est mentionnée dans la nouvelle la plus récente de Terra. Où en fait, la personne qui a créé Terra décrit devenir des terres du Nord. Ok. Et en fait, c'est assez intéressant parce que si on regarde sur la carte du monde de Raf, Hmm. au nord d'Aria, bah, il n'y a rien. Oui. Aria, c'est presque la chose qui est la plus au nord sur le continent. Mhm. Et du coup, ça peut vouloir dire plusieurs choses. Soit ça veut dire que, bah, voilà, on voit qu'il y a des petites îles éventuellement. Voilà, donc ça se trouve, ça veut dire que il y a des gens sur ces îles et c'est quelque chose qui n'est pas forcément exploré, qui est pas forcément très important. Mhm. Soit c'est quelqu'un qui vient d'un autre continent, Eh oui, qui est c'est au pas nord d'Aria. impossible, ouais. Et c'est aussi possible. On sait que le prochain Z s'appelle ICES, qu'il y a potentiellement des gens qui viennent par bateau, etc. Tout à Donc fait. voilà, ça peut éventuellement parler sur des choses, mais clairement, euh, ce qu'on croyait au début, en tout cas du jeu, de se dire, bah, en fait, l'entièreté du monde, c'est juste ce continent-là, est clairement pas le cas. Il y a clairement d'autres choses, surtout qu'on sait aussi du coup que le peuple de Solana, à la base, vient d'un autre continent. Ouais. Clairement, il se passe d'autres choses à l'extérieur. Mm. Et donc, plein d'endroits qu'on pourra explorer. Mm. Pour En l'instant, au regardant... niveau des connaissances qu'on a, voilà, ça se limite à cette carte-là, quoi. Ok. Exactement. Top. Je vois du coup dans le chat, au Ouais. moment où les colons arrivent, Arya est encore gelée. A priori, oui. Et en fait, a priori, ces colons n'ont aussi jamais vu Arya, puisque, comme on le disait tout à l'heure, Arya, c'est vraiment complètement scellé du reste Ouais. du continent. Et uniquement ceux qui sont invités, en fait, peuvent y entrer. Korshem, donc l'arbre monde d'Arya, a le pouvoir de téléporter plus ou moins les gens à lui, ou en tout cas de les inviter à Arya. Et s'il n'y a pas ça qui se passe, c'est impossible d'y entrer. Ok. En tout cas, pour le moment, c'est un peu impliqué que. Enfin, c'est un peu. Je sais pas si ça se dit, c'est impliqué, ou c'est supposé. En tout cas, Mhm. c'est plus ou moins hint que en ce moment, il y a des dérégulations et que il y a des ouvertures un petit peu qui se font dans la barrière naturelle d'Aria, parce que le flow est un petit peu enfin un petit peu bizarre. Très bien. Donc voilà. J'ai loupé le début. Est-ce qu'on pourrait situer le prochain set ICES? Pas vraiment. Et ouais. A priori, ça va être soit sur nos continents, soit quelque part en mer, soit dans les îles autour du continent, mais Mm. pour l'instant, on n'a vraiment aucune. En fait, sans avoir aucune carte ou aucun article qui parle du Ouais. set, On a eu je peux pas deviner au hasard. aucune certitude pour dire, bon, ben, c'est là. Non, on ne sait pas.
Mais voilà, mais croyez-moi, le moment où on a les articles de l'or et le début des cartes, ce sera avec plaisir, je pense, qu'on vous en parlera. Bien sûr. Donc voilà. Simple question pour l'instant, bah, on peut passer un peu au personnage. Ouais. Donc l'idée c'est qu'on va faire globalement tous les personnages dans l'ordre dans lequel ils sont sortis de 2018-2019 jusqu'à aujourd'hui. Et voilà, on va passer Top. quelques minutes sur chaque personnage. Je vais pas faire une présentation complète de chaque parce que sinon on a pour des heures et des heures. Tout à fait, Et il y a puis beaucoup. faut en garder pour les prochaines fois. Ouais, on va pas rentrer dans les hyper détails et tout l'historique des persos, je pense. Et pour en Non, garder voilà. effectivement sous le coude pour rentrer un peu plus en détail dans les prochaines vidéos de Laura, quoi. Exactement. L'idée, c'est vraiment de se dire, bah voilà, chaque personnage va passer 1 ou 2 minutes, décrire un peu d'où ils viennent, qui ils sont, peut-être leur but, et puis passer à la liste. N'hésitez pas à poser des questions dans le chat si vous en avez sur les persos. Si vous avez des questions, je répondrai au mieux. Et puis, pareil, en chaque fois en évitant de passer 40 minutes dessus, mais je répondrai aux questions. Du coup, le début, on va commencer par Ira, parce que je sens que c'est le premier personnage à jamais être sorti par les gens de studio. Donc, Ira, c'est une ninja de Mysteria, qui est née dans une partie de Mysteria qui s'appelle la Vallée de Cerisier, et qui est la plus jeune fille de la famille des chefs du clan Ikaru. C'est un clan qui a ses propres secrets, ses propres techniques. En l'occurrence, la technique de cerisier. Donc, c'est pour ça que sur ces aspects, on voit que il y a des cerisiers et que c'est très joli. Oui, je me rappelle plus le nom de sa carte SP, mais... J'ai oublié aussi. Et oui. Celle qui est dans le deck démo, qui est un super deck. Tout à fait. Donc voilà. Comme je parlais tout à l'heure, le moment vraiment important pour Ira, c'est quand elle est très jeune. Il y a cette nuit de la marée noire qui arrive. Et où, en fait, l'entièreté de son village est complètement détruite par des démons qui viennent à peu près de nulle part. Et c'est une invasion, enfin, c'est une attaque qui tue ses 2 parents. Ainsi que son plus grand frère, si je dis pas de bêtises. Et qui laisse seulement elle et son frère aîné en vie, notamment grâce à l'arme qu'elle trouve dans la cave de sa famille, qui est la lame de l'automne, qu'elle est la seule à pouvoir manipuler, en fait. C'est un peu comme une espèce d'Excalibur où l'épée l'appelle et elle est capable de l'utiliser. Et donc depuis, avec son frère et d'autres survivants à travers différents villages de cette nuit-là, elle forme la brume de sang, qui est son clan, le Crimson Eyes. Et avec elle, le parcours Mysteria et le reste du monde pour essayer de découvrir plus d'indices, plus de choses sur qu'est-ce qui s'est passé cette soirée-là, cette nuit-là, pourquoi son village, pourquoi Mysteria, voilà, pourquoi ses parents. Et donc, avec son frère et le reste de son clan, elle parcourt le continent. Ok. Ensuite, autre personnage qui est tout début, Rinard. Donc Brut, qui vient des Savage Lands. Et oui. On va pas y passer très longtemps. Le lore est pas très fin. C'est une grosse bête qui tue des choses et qui aime bien chasser. Et en fait, Rinard a chassé toutes les différentes espèces dans les Savage Lands. Et du coup, à un moment donné, il se faisait chier. Il est allé vachement plus loin que d'habitude dans la jungle. Et en fait, il a trouvé un détachement de l'armée de Solana. Et il les a tous butés. Il a trouvé ça super fun. Et du coup, il se dit, en vrai, je vais aller chercher plus de gens comme ça parce que c'était marrant de les chasser. Ah, c'est vraiment les brutes. C'est voilà. taper, ça me plaît. Ben, taper encore plus, quoi.
C'est le Lord de Reinhardt. Et après, à un moment donné, il se retrouve dans l'arène deathmatch et il veut taper plus de gens. Voilà. C'est un lore très fin, très, plein de ces... Dans la réflexion du storytelling, il y Ah a ouais. un personnage très riche. Et Call Brut. Voilà. Du coup, on passe à la suite avec Katsu. Katsu, donc autre ninja de Mysteria, comme Ira, mais différents clans. Katsu fait partie du clan de Mugenshi, qui est donc le clan qui va beaucoup être sur vraiment le vent, autour de cette idée-là. Exactement. Et Katsu, c'est le chef de son clan. Donc c'est-à-dire que c'est vraiment lui qui tient à son village, qui tient à son peuple. Et il se trouve que, au moment où on prend l'histoire avec Katsu, il y a des maladies qui atteignent à la fois le village et leur nourriture. Et du coup, il s'inquiète beaucoup et il décide de partir à la recherche d'une solution. Mais ses ancêtres ne veulent pas. Du coup, un jour, il décide de partir quand même. Et c'est pour ça qu'il obtient son titre qui est The Wanderer. Parce que donc, il parcourt Mysteria et les tours pour essayer de trouver qu'est-ce qui se passe, pourquoi est-ce qu'il y a autant de maladies, pourquoi est-ce que les gens tombent malades, pourquoi est-ce que les terres aussi tombent malades. Et qu'est-ce qui se passe un petit peu, tout ça. J'ai une petite question sur les zones de Mysteria. Dis-moi. Et notamment peut-être Katsu. Est-ce que du coup, parce qu'on sait qu'il maîtrise en fait le vent, mais est-ce que c'est de la magie ou est-ce que ce sont des techniques Est-ce qu'on le sait ça? On ne sait pas vraiment. En fait, il y a beaucoup d'images comme l'image de Lord of Wind où tu vois, il y a ce truc de ça brille, etc. Donc, a priori, ce serait de la magie, mais à la fois, il n'y a rien qui nous dit que c'est de la magie. C'est-à-dire qu'il y a plus de choses qui décrivent des techniques et des connaissances, etc., que réellement de la magie. Après, là, on a plus un indice de magie, c'est quand on arrive avec les personnages de Part de Miss Veil, où il y a le chi. Et là, ça ressemble plus à de la magie. C'est vraiment plus l'idée de on est un avec la nature et notre chi intérieur nous donne des pouvoirs. Mais du coup, c'est pas forcément le cas de toutes les personnes dans Mysteria, donc voilà. A priori, c'est plutôt des techniques, mais clairement, il y a un côté magique qui existe dans ces terres-là. Ça marche. Merci. Peut-être les deux, finalement. C'est la réponse. Ensuite, Dorothea. Du coup, on va parler un petit peu de cette cérémonie de l'éveil de Dorothea. Dorothea, il faut savoir que c'est la fille de deux forgerons qui ont une très bonne renommée à Solana. Et donc, quand elle va à sa cérémonie d'éveil, elle est en genre, bon, voilà, c'est bon, donne-moi mon marteau, je vais être forgeronne, ça va être très bien, tout va être chouette. Et en fait, ce qui se passe, c'est que quand elle fait sa cérémonie d'éveil, au lieu de un outil ou une arme qui est attirée vers elle et qui brille, l'entièreté des outils et des armes de la salle brillent tous d'un coup et se rassemblent autour d'elle et tournent autour d'elle et virevoltent, etc. Et il y a une épée en particulier qui donc va directement dans sa main, c'est Dawnblade. Tout à fait. Et donc voilà, c'est comme ça qu'elle a son arme. Et en fait, c'est vraiment un truc unique qu'elle a. Et voilà. Et donc, elle arrive avec ça, évidemment, elle est invitée à intégrer la garde et l'armée de Solana, où elle est en fait pendant de nombreuses années juste soldat lambda et elle s'entraîne comme tout le monde et elle fait des erreurs, elle fait des choses bien, etc. Et en fait, il faut des années et des années pour qu'elle ait réellement comme ça. Ensuite, du coup, bravo. Bravo, notre membre préféré d'Everfest. Donc c'est un showman. Il est là avec le carnaval d'Everfest. Everfest, c'est comme un carnaval qui se travaille à travers tout Aria. Ouais, c'est itinérant, quoi. Voilà, c'est un carnaval itinérant. Ils ont plein de différents trucs. C'est vraiment l'idée de on est là, on fait le show, c'est chouette, c'est joli, on adore.
Bravo, donc c'est c'est un peu le show host du truc d'Everfest. Il présente, il raconte des histoires, il compte les légendes des peuples d'avant, des all-in, etc. C'est quelqu'un qui respecte énormément les all-in en tant que peuple, même si c'est un peuple qui, du coup, au moment où Bravo fait son show, c'est un peuple qui a disparu. Ouais. Parce que donc les all-in ne sont pas encore réveillés de la glace. Mais voilà, c'est quelqu'un qui respecte énormément ces légendes, qui en fait voue sa vie à partager leur histoire et à partager leurs valeurs. Donc voilà. Et il se trouve que au moment où on rencontre Bravo, c'est le moment où il y a quelques démons qui apparaissent à droite à gauche dans Aria, qui attaquent des villages, et donc Bravo fait partie des gens qui parfois vont de village en village juste pour tabasser quelques démons et repartir. Voilà. Ici on voit Bravo sort de show, évidemment, une superbe illustration. Elle est magnifique cette carte. Donc voilà, en sachant que pour savoir comment Bravo obtient des pouvoirs élémentaires, stay tuned, évidemment, on en parlera quand on fera un live sur Aria spécifiquement. Ensuite, notre premier membre du Démostérie, Viscerail, qui a tout jamais dans nos cœurs, on l'a perdu Ouais. très récemment. Ouais. Donc Viscerail, il a une histoire un peu triste, je crois. Oh, ouais, c'est assez particulier. Ouais. Je vais pas rentrer dans trop de détails. Encore une fois, on regardera ça pour quand on parlera de Démostérie ou de Démostérie, voilà. Mais Viscerail, en fait, à la base, c'est un corps mort-vivant qui ne devrait pas exister. Mais son maître et créateur, qui s'appelle Lord Sutcliffe, qui est donc la carte mentor, qui est avec le deck Blitz de Shane, si je ne sais pas de Tout à fait. En fait, obtient, donc Lord Sutcliffe obtient d'une manière plus ou moins vague un artefact très puissant qui s'appelle l'Arknight Shard, qui est donc la Fable spécialisation de Viscerail. Et cet Arknight Shard, il l'infuse directement à la place du cœur de ce corps mort-vivant. Et ça a créé cette espèce de soldat runique guerrier qui fait un avec les runes, qui est donc en fait, c'est le premier et le seul Arknight. Ouais. Donc il a une connaissance et une âme partagée avec l'arcane en elle-même, qui est assez unique dans le monde. Et donc il fait de lui un personnage assez intéressant dans sa connexion avec différentes choses. Pareil, je ne vais pas trop en parler pour qu'on garde pour le reste, mais il faut savoir que Viscerail, c'est la personne qui a ouvert le portail vers le monde des démons. Donc, voilà. Voilà, un pecno un petit peu sympathique, mais voilà, on en parlera donc un peu plus une autre fois. Ensuite, Kano. Kano, encore une fois, on en a beaucoup parlé la dernière fois quand on a parlé de Volcor, donc je vous invite à aller voir cette rediff. Mais pour faire un petit résumé rapide, Kano, c'est vraiment un génie qui est à la fois un connard et à la fois quelqu'un de fabuleux, qui en fait a obtenu sa noblesse dans l'Empire en découvrant une maladie de l'arcane à travers les différents nobles, grâce à en fait sa liaison et sa connaissance avec le pouvoir de l'arcane dont on ne connaît pas trop l'origine. C'est après juste il est comme ça, il a cette connexion-là depuis qu'il est né, depuis qu'il existe. Et donc voilà. Ensuite, Dash. Dash, donc premier mécanologiste, qui vient donc de Matrix. Personnage assez intéressant par sa connexion avec en fait on va dire les plus puissants de la ville. C'est-à-dire que Dash, c'est la fille des deux ingénieurs principaux
de la plus grande entreprise de Matrix. Ok. Mais à la fois, elle déteste vivre dans cette partie-là de la ville, et donc elle va constamment dans les niveaux inférieurs aller vendre ses petites inventions au marché de la ville. Des fois, elle prank les gens en leur faisant exploser leur machine à la gueule. Stylé. C'est son fun, voilà. C'est un personnage qui va être un peu notre première opposition au système en place à Matrix, mais sans vraiment faire grand-chose. C'est-à-dire que elle aime pas les limites que leur mettent ses parents, elle aime pas vivre dans le gigantesque euh, penthouse que ses parents ont, etc. Mais à la fois, elle fait pas grand chose à part faire exploser des trucs à la gueule des gens parce que c'est rigolo. Mais voilà, c'est un personnage qui est sympathique. Donc Dash est aussi un autre personnage qui est Dashio, qui a une histoire un peu plus intéressante, et du coup on parlera pas forcément aujourd'hui parce que ça va avec le reste de l'histoire de Matrix, et donc je vais garder ça pour un autre moment. Pas de soucis. Ensuite, Azalea. Premier ranger, pas forcément un lore très deep. Elle a des nouvelles assez intéressantes à lire, juste parce que l'histoire est sympathique. Elles viennent d'où, Azalea? Des pits? Des pits, c'est ça. En fait, globalement, Azalea, c'est une habitante des pits qui prend des boulots, qui tue des gens. Elle est très très forte pour ça. Voilà, c'est vraiment une mercenaire. Elle est décrite comme la meilleure archère de l'entièreté de The Pits. Et elle peut tuer n'importe qui à 200 mètres sans qu'on la remarque. C'est vraiment sur ça qu'elle se vend. C'est voilà. Tu as besoin de tuer quelqu'un de très loin, même si la personne a beaucoup de sécurité, bah c'est moi qui vais le faire. Mais voilà, ces nouvelles sont très sympas. Je vous conseille de les lire. Après, elles sont aussi assez graphiques. Donc, faut pas avoir peur de tout ce qui est description de maladies, de mort et de sang. Ouais. C'est vrai qu'elle donne un ressenti vraiment la mercenaire pro qui est là pour juste remplir son contrat, mais d'une manière tellement pro, tu vois, c'est... Ouais, c'est totalement ça. Et c'est un peu comme... Il y a un peu des fois, tu sais, dans les films, ce truc de je fais le travail et c'est tout, mais en vrai, il y a un peu... Tu vois, en réalité, cette personne a un cœur, et etc. Azalea, c'est non. Il n'y a pas de cœur. Ah bah oui, non, là, c'est... Azalea, c'est... J'ai besoin de tuer ces gens, je vais tuer ces gens, point. C'est ça. Là, c'est la méthode et les contrats, quoi. Voilà. Bah, c'est vraiment l'idée que, bah, en fait, quand ta ville, en fait, si tu essayes de boire l'eau du coin, du puits du coin, en fait, tu meurs en 3 jours parce que il y a tellement de maladies et de microbes, voilà. En fait, il n'y a pas le temps d'avoir des remords et des sentiments. Tu tues des gens parce qu'on te demande de tuer des gens et ça se met à faire de l'argent et voilà, tu le fais. Donc voilà. Ensuite, on a Shiana, premier personnage qui n'est pas en CC, mais qui en réalité a un lore vraiment très intéressant. Parce que ça implique beaucoup de choses. Shiana, c'est... ça, c'est pas Shiana. Après, en soi, techniquement, ça pourrait être Shiana. Donc, l'idée de Shiana, c'est que c'est une magicienne et c'est une changeante. C'est une diplomate et une espionne de Solana qui a pour pouvoir de prendre l'apparence ou de faire prendre l'apparence de n'importe qui à qui elle veut. Ça fonctionne. Voilà. L'idée, c'est que ça fonctionne par l'idée de masque. En fait, elle se fabrique des masques et elle peut fabriquer des masques aux autres pour leur faire changer d'apparence. On le voit une fois en fait dans le lore qui est écrit. Elle aide Islander à un moment donné à prendre sa revanche envers son ancien maître en la déguisant en une citoyenne lambda de Volcor. Et voilà. Et en fait, on apprend qu'elle peut le faire non seulement sur elle, mais aussi sur les autres.
Et en fait, c'est vraiment cette idée que Shiana existe, c'est un point en plus en l'idée que Solana, c'est pas tout beau, tout joli, parce que quand même, ils envoient des gens comme elle un peu partout pour essayer de voir un peu qu'est-ce qui se passe ailleurs, quel genre de gouvernement ils ont, quel genre de secrets ils ont, quel genre d'armes ils ont, etc. Clairement, il y a comme une idée de on veut des renseignements sur ce qui se passe autour de nous, que ce soit pour notre protection ou pour éventuellement une conquête plus tard. En tout cas, il y a ce genre de système qui est en place. Ok. Donc voilà. Ensuite, Caillot. Alors, j'aimerais dire que contrairement à Renard, on est sur un lore vraiment très très profond, il se passe beaucoup de choses. Encore une fois. Non. Pas grand chose, hein. C'est Ouais. une brute. Il tape des gens, il aime bien ça. Yep. On peut passer à autre chose. Ok. Kavdaen. Qui est un personnage assez mystérieux. C'est un marchand de The Pits. Donc. En fait, les seules choses qu'on a à peu près sur lui, c'est que, évidemment, il vend des choses et il aime bien ça, etc. Mais il se décrit comme un artiste par les statues qu'il fait. Et en réalité, c'est très, très fortement impliqué que ces statues sont faites en grande partie de corps humains morts. Bah, on le voit sur l'artwork. Hein. Voilà. J'avais jamais vu l'artwork en grand parce que c'est une carte qu'on voit pas souvent, cette carte-là. Il a un sacré flow, le perso. Ouais, totalement. Je trouve que le personnage est vraiment très cool. Sincèrement, je trouve que le personnage est hyper intéressant et j'aimerais bien qu'il fasse quelque chose avec à un moment donné. Parce que, c'est sympa, ouais, je suis d'accord. Parce que c'est très cool. C'est la tête de Jezabel au fond. Potentiellement, mais en vrai, ça paraît pas forcément. Ça me paraît très bizarre. Qui est Jezabel? Il me semble que c'est un personnage dont on parle dans le lore une ou deux fois. Avant que je me trompe, hein, je trouve que je confonds. Tu peux me corriger, mais je pense que c'est un personnage qu'on voit sur 2-3 cartes et dont on parle rapidement. Mais c'est pas un personnage qui est très relevant. Compare d'Azalea, oui, c'est ça. Mais c'est possible, mais je suis pas sûr. Ok. Genre derrière la fin. Oui. Oui, de toute façon, globalement, c'est que Azalea, des fois, travaille avec d'autres gens, mais c'est pas non plus. Elle a pas des potes, elle a pas des gigapotos, Azalea. C'est possible. Oui, ça, sur Shitty Express présente. C'est possible, mais il me semble pas. Mais c'est possible. C'est possible que ce soit une référence à ça. À vérifier. Je suis vraiment pas sûr de moi, donc je vais pas faire des grosses affirmations. Pas de souci. Kassai. Kassai, la guerrière, qui est un personnage de Volcor. En fait, okay. C'est la fille d'un général Volkai. Et en fait, ses parents ont été trahis et emprisonnés par un lieutenant qui juste est un connard. Voilà. Globalement, on n'a pas d'autre description qu'il voulait le faire, donc il l'a fait. Okay. A priori, pour avoir plus de pouvoir ou quoi. Et donc, elle rassemble sous sa bannière les Sintari, qui sont des anciens brigands. Ouais. Qu'elle rassemble sous sa bannière juste parce qu'elle est tellement forte et badass qu'elle les a tous défoncés. Et après, elle m'a genre, bon, je vous tue pas, mais en échange, vous travaillez avec moi. Et donc, elle parcourt Volcor et ses environs à la recherche de faire une armée, finalement, pour prendre sa revanche et libérer ses parents. Et c'est donc pour ça qu'elle va à la Deathmatch Arena dans Iritos. C'est pour avoir l'argent pour juste payer plus de gens ou pour payer des ressources, des provisions. Oui, il y a cette notion à chaque fois de le raise an army, les mercenaires qu'elle peut avoir, et tout ça, quoi. Dans ces cartes. C'est exactement ça. Voilà, on a ses intentions sont un peu plus claires dans la short story de personne qui a vaincu la reine. Donc, si jamais vous êtes pas au courant, en fait, à l'époque de Winters,
il y a eu 6 petits short stories sur les différents personnages du set. Et il y avait un contest dans la vie réelle selon les personnages qui gagnaient les événements pendant la saison de Viters. Les différents héros du set gagnaient des points. Et la personne qui avait le personnage qui avait le plus de points avait une carte CNC spéciale dédiée. Et donc il y a aussi eu une petite nouvelle qui était dédiée à ça, à ce personnage qui a vaincu la reine. Et donc ses intentions, ce qu'elle faisait là et pourquoi qu'est-ce qu'elle fait après avoir vaincu la reine. Donc, je savais pas qu'il y avait eu du coup un pont entre l'event que je connaissais de la du concours en réel pendant la saison des Winters. Mais en fait, vraiment, je savais pas qu'il y avait un pont du coup qui avait été fait entre le lore et la gagnante de cette il y en a eu un. En fait, il y a un short story où en fait ils décrivent même Kasai vaincre donc la deuxième personne au ranking. Donc en l'occurrence c'était Caillou. Ouais. Et donc le début de la petite nouvelle, c'était Kasai qui vainc KO en combat, Caillou en combat, et qui ensuite fait sa victoire. Très très cool. Voilà. Très sympa, ouais. Ensuite, Datadol. Personnage qui est en fait très intéressant. On en parlera plus en détail quand on parlera de Matrix, mais en fait, Datadol, c'est un peu la manifestation physique d'un giga programme informatique qui a été créé par le gouvernement de Matrix pour rassembler et récupérer toutes les données qui sont envoyées depuis toutes les différents trucs technologiques qu'il y a dans la ville. Et avec toutes ces données, leur sortir tous les jours une espèce de petit résumé important de ce qui se passe, de que font les gens importants, de où ils vont, ce qu'ils dépensent comme argent, etc. Donc notamment, c'est un peu un élément en plus qui nous montre que en réalité, tout est surveillé dans la ville, parce que chaque pièce de technologie est liée à Datadol qui a toutes ces informations. Ouais, elle doit avoir un sacré pouvoir dans le lore. Totalement. En fait, elle a toute la connaissance de Matrix, quoi. Ouais. Et en fait, c'est un peu, en fait, ce qui est sympa, c'est que c'est un peu impliqué dans son petit truc de lore que, en fait, petit à petit, Datadol gagne une conscience, en fait, qui commence à vivre, à se questionner, qu'est-ce que je fais là, qui suis-je Très bonne blague, toute la création de Matrix fait 3 d'intellect. Et oui. C'est terrible. Mais en fait, c'est un peu impliqué que, voilà, il y a cette espèce de prise de conscience et en fait, ok, qu'est-ce que je vais faire maintenant avec tout ce pouvoir? Un setup qui était sympa, qui n'a pas forcément eu le plus gros payoff au monde dans Bright Lights, mais il y a quand même un payoff qui est là, donc Très bien. On en parlera quand on parlera de Matrix. Benji. Benji, ça va être assez rapide. Il se passe pas grand-chose. C'est un membre du clan Mugenshi, comme Katsu. Ouais. Et il veut s'entraîner pour protéger son village. Voilà. Rapide, pas grand-chose de trop simple, spécial. efficace. C'est rapide. Simple, exactement. On peut passer à la suite avec Prism. Prism, je pense qu'il y a plus de choses à dire, mais je sais pas si on détaillera tout ça aujourd'hui. Exactement. On va pas détailler beaucoup de choses. Je vais faire simple. C'est une des plus grandes érudites de Solana. C'est en réalité le seul être humain sur Terre qui a lu l'entièreté des livres de la grande bibliothèque. Stylé. En fait, l'idée, c'est qu'elle elle a vécu quasiment l'entièreté de sa vie dans cette bibliothèque et elle a tout lu. Ce qui est, quand on voit les images de la bibliothèque, en réalité, carrément impossible. Mais c'est l'idée du personnage. Voilà. C'est qu'elle lit énormément, qu'elle a beaucoup de connaissances. Et c'est aussi un des seuls personnages qui peut voir et invoquer le pouvoir des grands anges de Solana. Qui sont donc les anges qu'on voit sur toutes les cartes de Herald et sur les figments aussi de plus tard de la deuxième prisme. C'est une giga nerd, exactement. Exactement, ouais. Finalement, c'est une giga nerd. Et on peut passer à la suite avec Lévia. Lévia aussi, une histoire assez intéressante que moi personnellement, c'est des short stories, c'est probablement mes préférés. Parce que je trouve que la manière dont c'est écrit, c'est hyper graphique.
mais à un point vraiment fabuleux. C'est très très violent aussi, pareil. Petit warning. Ouais. J'espère que vous êtes à l'aise avec tout ce qui est description graphique de violence et de sang, parce qu'il y en a beaucoup. Lévia, c'est une servante à la base, une noble de Solana, qui vit dans un manoir. Et en fait, elle découvre que cette dame fait des rituels démoniques régulièrement. Et à un moment donné, en essayant de l'arrêter, en essayant en tout cas de stopper ça, elle prend sa place dans un cercle rituel et ça fait que elle gagne une liaison avec le démon Blasphomet et ça devient donc Lévia, cette espèce de monstre démonique qui mange des humains constamment. L'idée c'est que Blasphomet c'est la faim infinie et donc elle a tout le temps faim et donc elle tue et mange des humains constamment. Et donc après avoir eu cette liaison, elle fuit sur des monastères où elle trouve des gens qui ont pas envie de la tuer instantanément, ce qui est cool pour elle. Voilà. Shane. Je connaissais pas son histoire et j'avoue ça a l'air sympa quoi. Ouais, ça va. Moi j'aime beaucoup. Shane, notre maso préféré, c'est un membre du culte de la douleur. Et donc, en fait, l'idée, c'est que c'est des mages, en gros, qui montrent leur pouvoir magique autour de l'idée de s'infliger de la douleur à eux-mêmes. Et en fait, leur mission à ce culte, c'est de protéger l'humanité des Aesir. Les Aesir, c'est comme une force arcanique infinie qui pourrait détruire l'humanité d'un claquement de doigts s'il le voulait. Et en fait, ce culte-là cherche à avoir un pouvoir suffisant pour peut-être les stopper, les arrêter, en tout cas les ralentir. Et en fait, dans cette recherche, Shane va, tout comme Lydia, se lier d'une connexion avec un démon et en fait nourrit ce démon d'âme de soldats de la lumière pour gagner plus de pouvoir, pour éventuellement pouvoir se battre avec les Aesir. C'est bien Ursure, du coup, le démon de... ça, c'est Ursure. Et en fait, moi, ce que je trouve un petit peu intéressant avec Shane, quand même, c'est qu'il est persuadé que ce qu'il fait, c'est pour le bien de l'humanité. Ouais. C'est... Contrairement à d'autres membres de Démostérie qui s'en foutent et qui font ça pour le pouvoir, pour le fun et pour tuer des gens. Ouais. Shane, c'est vraiment un personnage qui, dans sa tête, est en mode genre, je fais ça parce qu'il y a une menace infinie qui va arriver et qui va détruire l'humanité et il faut que je puisse la combattre. Ouais. On sait combien il y a de démons, on n'a pas de nombre exact, probablement 13, comme beaucoup de trucs comme ça, où il y a c'est en général le nombre qui est utilisé. Actuellement, on connaît le nom de 4 démons. Il y a Blasphomet, Ursure, Nasret et... J'ai oublié le dernier. Je me rappelle plus. Blasphomet, Nasret... Viscera, il peut invoquer un démon, non? Non. Non? Non. Bah non, il y a les 3 là. Bah non, il y a 3 héros shadow et 3 démons, c'est ça. Voilà, pour l'instant, il y en a 3. Il y en a probablement d'autres. En tout cas, c'est les démons majeurs. Les démons en soi, je veux dire, les démons, il y en a probablement une infinité. Il y en a plein. Oui. Mais des démons majeurs qui ont un réel pouvoir, une conscience, etc. Pour l'instant, on en connaît 3. Il y en a probablement plus. Shane good guy au final. Finalement, Shane good guy, point d'interrogation. C'est pas. Boltyn. Boltyn, héros préféré de tous ceux qui le jouent. Un soldat de Solana dont finalement la seule histoire, qui est pour une vraie chose, mais la seule histoire, c'est qu'il a une femme qui est morte et il veut se venger et il a un fils. Voilà. Ah ouais. C'est pas beaucoup plus. Ok. C'est pas beaucoup plus. On sait que voilà, globalement, sa femme a été tuée par une attaque de démons. Et du coup, il veut se venger. Et du coup, il veut protéger son fils et sa cité à tout prix. Voilà, c'est pas tout. Il se passe 2-3 trucs intéressants avec le personnage un peu plus tard, mais du coup, on en parlera une autre fois. Ça marche. Ensuite, on arrive à
Tales of Aria avec Oldim. Oldim, donc, c'est un all-in qui a combattu aux côtés de Jarl au troisième âge pendant la guerre des anciens. Et à notre époque, du coup, où on est, il se réveille de la glace et vu qu'il se réveille, il va partir à la recherche d'un pouvoir pour éventuellement combattre les dieux anciens. Et donc voilà, pareil, on parlera un peu plus de ça quand on parlera de Arya. Ça roule. Je voulais faire un petit aparté sur si à un moment donné vous passez un moment à lire un petit peu les short stories, notamment les short stories à l'époque de Tales of Aria, tous les artworks qui sont dans ces short stories sont de la même personne qui s'appelle Sam Yang, qui est un artiste que je ne connaissais pas du tout avant et qui a fait toutes ces artworks là qui sont absolument sublimes. Ouais. C'est pas forcément les plus simples à montrer en stream parce que c'est genre dans la page et ils ont tous des filtres blancs un peu bizarres, etc. Oui. Mais allez sur le site, stylés, ouais. Allez checker ces genres de stories. Vraiment, ils sont sublimes. Ouais. C'est vraiment parmi les artworks préférés du jeu. Ils sont pas sur des cartes, donc c'est un peu dommage, mais c'est très beau. Je confirme. Voilà. Ensuite, donc Lexi. Lexi, c'est une exploratrice. C'est une wayfarer en français, ça se traduit par voyageuse. Mais l'idée, c'est que c'est un peuple qui voyage tout le temps et qui se balade. En fait, leur cité, notamment, est Volthaven, qui est donc la cité volante et qui bouge un peu comme elle veut. C'est pas du tout les habitants qui décident de ce qui se passe. Oui, évidemment, Samyang a illustré quelques cartes. Évidemment, merci de le rappeler. Qui sont très jolies, mais c'est en fait le style qu'il a sur ces artworks-là. C'est vraiment un style que moi, j'adorerais voir sur des cartes. Et du coup, des fois, je suis un peu frustré, presque, que ce soit je me proposais, même si la DA est très différente, donc je comprends bien que c'est pour ça que ça arrive pas. Mais donc l'idée, c'est que Lexi, en fait, elle se rend compte qu'il y a des bouts de Volthaven qui se mettent à tomber un petit peu. Donc elle est un peu inquiète. Et donc elle se dit, je vais chercher, je vais aller un peu partout dans Aria, je vais essayer de trouver pourquoi, qu'est-ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe, pourquoi est-ce qu'il y a aussi cette même idée qu'on revoit sur plusieurs personnages de Tales of Aria, enfin de Aria, sur pourquoi le flow est perturbé, pourquoi je ressens pas le flow de la même manière que d'habitude. Ok, très bien. Donc voilà. Et Briar, dernier personnage de Aria, qui est donc un membre du peuple Rosetta, qui sont des hommes plantes, grosso modo, des hommes et femmes plantes. Et un peu pas comme Lexi, encore une fois. Elle écoute le flow et il y a un truc qui va pas. En fait, depuis des centaines d'années, Candle Hold, qui est le royaume donc des Rosetta, est complètement fermé du reste d'Aria. Et c'est vraiment la première à se dire, allez, je vais partir, je vais sortir de cette forêt-là et je vais aller voir un peu ce qui se passe à l'extérieur. Je vais essayer de trouver d'autres gens pour comprendre. Voilà. Valda, ma gardienne préférée, un des character design que vraiment je préfère. Et qu'on va bientôt avoir un adulte et ça, qu'on va bientôt avoir un adulte aussi. Je suis si heureuse. Du coup, qui actuellement n'a pas vraiment beaucoup de lore, mais du coup, j'espère, je prie de tout mon cœur qu'on va en savoir plus sur ce personnage avec sa sortie en CC. Ça serait cool. C'est vraiment mon souhait. Jean Blanc, si tu m'écoutes, s'il te plaît, donne-nous un petit peu de Valda. Telle qu'elle est actuellement, Valda, elle travaille en taverne et elle tape les gens qui sont des connards. Et voilà, c'est pour tout. Tu viens en taverne, t'es un peu trop bourré, tu fais chier. Yes, c'est la videuse, quoi. C'est un peu la videuse. En fait, elle a un peu été comme recueillie par un tavernier et depuis, voilà, elle est là et elle tabasse les gens qui sont stylés. Génis, notre deuxième marchand. C'est un vieux monsieur, il est gentil. Voilà. Islander. Comme on en a un petit peu parlé sur Volcar, Islander, à la base, c'est comme une espèce d'esclave Volcaï d'un noble.
Et donc, elle est sauvée par Shyana. Elle se venge. Et après sa vengeance, juste après sa vengeance, elle se fait, en fait, elle se fait attraper par des soldats locaux. En fait, au moment où elle se fait attraper, elle se fait téléporter, a priori par Korshem, au milieu de la vallée austère, donc The Bleak Expanse, qui est une gigantesque désert de glace, comme on peut le voir donc sur la carte Channel The Bleak Expanse. Ouais. Et en fait, elle avait déjà de la magie élémentaire, de glace, etc. Mais en fait, au moment où elle était téléportée à ce moment-là, elle passe des années seule dans la glace. Et en fait, elle éveille vraiment l'entièreté de ses pouvoirs à ce moment-là. C'est intéressant, Euh, juste rapido sur Islander, parce ouais, que c'est vrai que on a l'impression, après je connais pas trop tout le lore hein, forcément, mais on a ouais, l'impression que c'est la seule à vraiment maîtriser la magie élémentaire glace, parce que les autres héros qui sont Holdim et Lexi, bah, on dirait que c'est plus de par leur région qu'ils en tirent leur magie, alors que elle vraiment c'est de la mage pure de glace. ouais. Et est-ce qu'on sait un peu d'où vient Alors, cette magie élémentaire de glace il y a, qu'elle a, qu'elle il y a maîtrise? plusieurs choses. Alors, en fait, Issander en elle-même, on ne sait pas vraiment d'où viennent ses Ouais. pouvoirs. Parce qu'elle a Ce pas qui est un peuple qui l'entoure comme... Non, non, pas du tout. En fait, ce qui est possible, c'est que donc, la plupart des peuples d'Aria, leur pouvoir élémentaire vient de cette descendance aux titans élémentaires, qui ont Ok. partagé leur pouvoir avec les peuples d'Aria, et c'est pour ça qu'il y a des pouvoirs élémentaires. Et donc, la plupart de ces pouvoirs-là sont un peu des restes, puisque bah, en fait, il y a eu plein de. Il y a eu des générations et des générations, et du coup, bah, le pouvoir forcément se dilue petit à petit. En tout cas, c'est un peu ce qui est impliqué, ce qui est supposé. Euh, Islanders, il y a un... enfin, ce qu'on comprend un petit peu, c'est que ces pouvoirs viennent plus du temps passé dans dans ce désert glacial et Et dans oui, voilà, elle est à même la nature, il n'y a que elle, ouais. c'est le seul être humain à pour le retour. En fait, ce qui est plus possible, c'est que Islander, c'est plus l'idée que elle a absorbé cette magie naturelle élémentaire pure autour d'elle, là où le reste des peuples, c'est plutôt soit de leur descendance, soit du Et fait oui, que bah, ils vivent dans un endroit qui est globalement un peu magique, mais tout à fait. sans plus, quoi. Ok. Donc voilà. Mais on n'a pas d'explication propre, entre Ouais. guillemets, en elle. Ensuite, pour tout ce qui est Faye, Dromae, l'Empereur, je vais pas y passer 1500 ans. On a fait tout un live dessus. Tout à fait. Faye et Dromae sont frères et sœurs, demi-frères, demi-sœurs. Ils ont des idéaux différents sur comment les Volcaï devraient se rebeller, entre guillemets, Mhm. contre l'Empereur. Euh, L'Empereur, il est là, il existe, il chill. Et Yoji, c'est un garde personnel de l'Empereur. Pour en savoir plus, il y a 2 heures de vidéo. Allez-y, on en parle beaucoup plus en détail et c'est vraiment très intéressant. Exactement. Donc, Allez revoir notre rediff et notre vidéo sur le lore exactement. sur Volcor. Pour ce qui va être de Arachne, Usuri, Riptide, je vais vous dire un peu la même chose. On en a Mm, beaucoup parlé pendant ce live-là. c'est vrai. Arachne, c'est un être orphelin qui vient d'un hôpital psychiatrique recueilli par Azuri, qui lui donne son nom et qui l'invite à rejoindre son organisation d'assassins. Riptide, c'est un Dregs, qui sont un peu des êtres mutés qui viennent de The Pit à cause de la pollution, etc. Qui donc deviennent bah, un peu monstrueux, tout déformés. Et c'est un peu impliqué que Dregs, c'est un peu le terme qui Péjoratif, est. ouais. C'est Mm, pas cool d'appeler ouais. quelqu'un un Dregs, mais en même temps, c'est le seul terme qu'on a, puisque et bah, ils n'ont pas vraiment de société ou quoi, donc voilà. Euh, et donc voilà, les trois forment le groupe d'Usuri dans l'organisation de l'Araignée, qui est une organisation d'assassinat, et dont Usuri est la chef actuellement. Évidemment, elle n'a pas commencé ainsi. Au début, c'était vraiment une recrue, et petit à petit, elle a montré qu'elle était très utile. Usuri qui est un des seuls exemples de magie
inconnue au bataillon. On ne sait pas pourquoi elle a ces pouvoirs. Mais elle a juste le pouvoir de changer n'importe quelle arme en n'importe quoi. Ah ouais, Euh, ah, je savais pas ça, t'es. ouais, en fait, c'est assez marrant, mais dans ses histoires d'origine, Mhm, par exemple, elle jette un couteau à une gigantesque barricade de bois. mhm. Et au bout de 2 secondes, ce couteau devient une dynamite, explose la porte en bois et elle peut s'y engouffrer. Stylé. Et il n'y a, c'est pas comme si c'est genre, ouais, en fait, c'est un tour et elle fait un truc, etc. Non, c'est juste, elle peut le faire. C'est pas une transmutation Il y a- ninja de Elle remplacement n'y a, de. il n'y a aucune explication autre que juste elle peut faire ça. Et c'est vraiment, c'est trop marrant parce que le reste, c'est vraiment genre la magie des arcanes, des éléments, de machin, etc. Il y a toujours d'explications. Elle, c'est juste, bah, je peux lancer un couteau et ça devient une dynamite. Ok. C'est tout. C'est pas de la Abracadabra. technologie, c'est juste, elle peut faire ça. C'est vraiment trop marrant. C'est presque comique la manière dont c'est presque genre cartoonesque la manière dont c'est décrit Yep. dans le truc. C'est un peu genre le marteau de 3 mètres qui est dans ta poche, tu vois, c'est en genre, ok, bah je suppose que tu peux faire ça. Donc voilà, c'est assez marrant. Mais voilà. Ensuite, la suite, Vincent. Vincent, qui est alors assez intéressant, qui, Ouais. pareil, est un élément en plus sur peut-être Solana, c'est pas tout des gentils. Et oui. Vincent, à la base, c'est une fermière de Solana, Mm. qui, en fait, se rend compte un jour qu'elle entend des voix assez bizarres qui lui disent constamment de douter de Sol, de questionner ce qu'elle entend et ce qui se passe. Et en fait, ça, au fur et à mesure, ça draine sa mental, en fait, parce qu'elle comprend pas, elle essaie d'en parler autour d'elle, mais personne n'entend cette voix-là, personne ne comprend ce qu'elle dit. Et jusqu'au jour, à un moment donné, ça remonte à une patrouille de Solana qui la récupère, qui l'emmène à la capitale, et où elle se fait torturer pendant des années, tout simplement. Ouais. Pour qu'elle explique d'où vient cette voix, qu'est-ce qu'elle entend, pourquoi est-ce qu'elle questionne l'existence de notre grand dieu à tous seul. Et notamment, une des manières de, de la torturer, c'est de lui, grâce à la magie, lui mettre une lumière extrêmement, extrêmement forte dans les yeux. Donc super, évidemment. Et donc, il se trouve qu'à un moment donné, elle réussit à se libérer. Et une des premières choses qu'elle fait quand elle se libère, elle se perce elle-même les yeux parce qu'elle veut plus jamais voir cette lumière qui l'a torturée pendant des années et des années. Ouais. Elle réussit à s'enfuir, des gens la trouvent et son premier réflexe quand elle la trouve, c'est pas de se dire ah cool, les gens l'ont trouvé, c'est merde, ils vont me ramener. Donc elle les tue tous parce que bah elle veut pas qu'on la torture. Ouais. Et elle finit par se trouver à des monastères où il me semble qu'elle rejoint le culte de la douleur de Ouais. Shane Ouais. et elle en fait partie. Ouais. Sacrée histoire Voilà. aussi à Vincent, hein. Ouais, Ouais. c'est très violent. Moi, honnêtement, c'est une histoire vraiment assez violente à lire, mais vraiment Mm. très cool. Ouais. J'étais très surprise à voir que j'ai lu, parce que c'est vraiment en fait, c'est la première fois dans le lore où il y a un réel questionnement de, peut-être le Solana, c'est pas tout ça. Mm. C'est pas tout light, quoi. Euh, oui, tu as raison, Toum, mais j'en parle pas tout de suite. C'est du lore plus complexe. Du coup, on en Yes. parlera quand on parlera plus particulièrement des monastéries, etc. Très bien. Mais tu as raison, évidemment, comme d'habitude. Mélodie, pour la suite. Euh, Mélodie, personnage, pas grand-chose à dire. C'est un Mm. personnage de multi, donc il n'y a pas beaucoup de lore. Ouais. Mais elle adore la musique et Mm. un petit truc de son lore qui est cool, c'est qu'en fait, elle traverse le monde, enfin le monde, la région d'Aria, à la recherche de musique de la nature, entre guillemets. C'est-à-dire qu'en fait, elle écoute le monde, elle écoute le flow autour d'elle et elle en fait de la musique. Et donc, elle cherche à en fait, chercher la musique qui va réparer le flow. On reste dans D'accord. cette idée de le flow est pas tout à fait naturel, il y a quelque chose qui va pas, donc elle cherche à réparer ça à travers la musique, à travers ce qu'elle entend autour d'elle de la nature etc. Très bien. C'est la seule C'est barde qu'on a actuellement, c'est la seule je barde qu'on a crois. Ouais. actuellement, tout à fait. Ensuite, Brévante. On va y passer très vite.
c'est un soldat de Solana, il a l'air gentil. Teclo. Good guy. Ah, c'est ça qu'il y a Yorick. Ouais, il y a Yorick. Ah oui, oui, c'est vrai. C'est vrai, pardon, j'avais oublié Yorick. Excusez-moi. Mais pourquoi est-ce qu'on regarderait Yorick quand Mélodie existe? Teclo Sun, donc. Teclo Sun, c'est Iron Man. Voilà. Je veux pas. Ils sont pas allés chercher très loin. Le gars, tout son truc, c'est de se mettre des armures dessus et il peut devenir un gros monsieur avec armure. C'est Iron Man. Il faut voir que, en fait, il est très 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 vieux. C'est un des fondateurs de Matrix. Et c'est le génie derrière donc, les Teclocores, qui sont la source principale de toute technologie dans Matrix. Et en fait, pareil, je garde les détails pour plus tard quand on parlera de Matrix, mais grosso modo, il s'est cryogénisé à la fin de sa vie, et il se réveille maintenant à l'époque de Bright Lights. Et stylé. Il se passe des choses un peu sympathiques. On en parlera la prochaine fois qu'on parlera de Matrix. Ouais. Max. Ça marche. Max, c'est Echo. C'est voilà, c'est un rebelle haut en couleur. Voilà, c'est un rebelle contre le système. Il a un groupe, il a un gang avec lui qui cherche à saboter à droite à gauche les différents systèmes du gouvernement. Il libère des prisons, il détruit des caméras, il détruit des systèmes, il détruit des unités de police. Ils viennent de Matrix, Max? Ou est-ce que c'est plus de Matrix? Alors, mais ils viennent des étages bas de Matrix. Ouais, voilà. Ouais, ils viennent des strates bas de Matrix. Contrairement à Dash qui vraiment est plutôt dans des systèmes hauts. Exactement. C'est littéralement un punk. Il vient des systèmes bas, il est anti-système. Ça se voit dans le style qu'il a, ça se voit dans le... Voilà. C'est vraiment... l'inspiration est assez claire. Son arme, c'est littéralement une gigantesque clé à molette. Enfin, voilà. Tu peux difficilement faire plus que ça. Et voilà. Ensuite, on va partir sur les personnages. Exactement. On va partir sur les personnages les autres personnages de Heavy Hitters qu'on n'a pas déjà vus. Donc Victor, Olympia et Betsy. Je vais regrouper un petit peu les trois parce qu'ils n'ont pas un lore gigantesque. Victor, c'est un fils de riche. Il est très riche. Il aime bien être riche et il triche pour gagner ses paris. Stylé. Olympia, voilà. Olympia. Ils viennent d'où tout cela? On n'a pas vraiment de détails. Okay. Ils sont là et on ne sait pas trop ce qu'ils font là. Olympia, c'est un génie combattant, tout le monde l'adore, c'est vraiment c'est Gladiator. C'est la version Gladiator, sauf que il me semble que c'était pas un esclave à la base, juste il aime bien se battre. Ce qui rend le personnage un petit peu moins intéressant que Gladiator, je trouve, mais voilà, il est là. J'avoue. Et donc Betsy qui en fait, adore boire des coups et manger à la taverne. Et ça coûte cher tout ça. Donc, du coup, elle aime bien participer aux arènes pour tabasser tout le monde et gagner de l'argent pour pouvoir boire et manger. Et voilà. Victor, c'est Solana. En vrai, je crois même pas. C'est possible, mais je suis même pas sûr. Je crois que c'est vraiment juste... il a masculine et il aime bien se battre. Mais en fait, il aime bien se battre avec la triche. Parce que l'idée, c'est qu'en fait, tous ces combats sont truqués à son avantage. J'en étais sûr que c'était un sale type. Ouais. Sa bordure de héros, celle de Solana. Ouais, c'est possible qu'il y ait une Solana. Peut-être. Après, la bordure de héros, ça n'a pas toujours été le plus indicatif, mais c'est très possible. Très franchement, Victor, c'est un personnage, j'en ai rien à foutre, donc j'avoue que j'ai pas poussé plus loin que ça. Et de toute façon, à partir du moment où la communauté a décidé que Victor c'est le cheval, c'est que bon, ça montre un petit peu la quantité de respect que la communauté a pour le personnage. Celle de Udry qui Mysteria jeune et puis adulte. Ouais, c'est vrai. Ça, c'est vrai que c'est un détail sympa. Mais bon. Qui s'en fout de Victor, levez la main dans le chat. Voilà. Ensuite, du coup, on va passer à Pardemus Veil. Avec Zen, pour commencer. Et donc, faites la classe quand même, les trois qu'on va voir là. Ouais. Zen, c'est vraiment l'idée du moine qui est vraiment un avec la nature, avec sa spiritualité.
il est maître dans l'art du combat du tigre. Voilà, c'est pour ça qu'il a tout ce thème autour des Crouching Tigers. Ouais. Et il parcourt Mysteria à la recherche de balance et d'équilibre dans le chi, qui est donc c'est un peu comme l'équivalent du flow de Arya, mais pour Mysteria. C'est vraiment cette idée-là de. Sauf que le chi, c'est beaucoup plus, c'est à l'intérieur de soi-même, plus que c'est la nature. Très bien. Le chi, c'est Ouais. vraiment de l'équilibre à l'intérieur de nous-mêmes Intérieur, vis-à-vis de la nature. Le flow, c'est la nature et ses forces. Ouais. Donc voilà. Enigma et Nu, c'est deux personnages qui sont intéressants. Je vais en parler un petit peu de parce qu'en fait, c'est des personnages qui sont liés dans l'or. Ouais. Enigma, elle s'appelle The Ledger of Ancestry, qui en fait, c'est un registre vivant de toutes les histoires qui ont été racontées ever. Et donc, c'est le gros parchemin qu'elle voit. Ouais. En fait, c'est un parchemin infini fait d'énergie qui a écrit à l'intérieur toutes les histoires qui ont été racontées, sont racontées et seront racontées. Mais évidemment, ça ne veut pas dire qu'elle peut voir dans le futur, c'est juste qu'elle elle a ces histoires-là avec elle. C'est la plus grosse nerd ever. Et Tous les en fait, illusionnistes sont des nerds, quoi. clairement, c'est très clairement ça. Et en fait, Nu, c'est un être immortel qui se nourrit de l'essence des gens. Et donc, notamment, dans l'histoire, elle tient un établissement qui est plus ou moins impliqué comme étant un bordel, quoi. Oui. Et voilà, elle se nourrit de l'essence des gens, mais sans forcément les tuer. C'est dit clairement que même à un moment donné, une des personnes qui travaille pour elle tue quelqu'un par accident, et c'est vraiment un problème. C'est-à-dire que c'est pas quelque chose qui se fait d'habitude. Et en fait, quand elles se rencontrent, Enigma et Nu, Nu reconnaît Enigma, mais Enigma pas Nu. C'est-à-dire qu'il y a clairement un truc de... En fait, Enigma, a priori, en tant que registre vivant, parfois, elle perd sa mémoire parce que sinon, elle aurait trop de choses à retenir, à penser. Et c'est impliqué que, clairement, ces deux personnages se connaissent, ont vécu ensemble, et potentiellement quelque chose de plus que... Voilà, c'est genre... Ok. Il y a une connexion qui est là, clairement, qui existe et qui n'a pas vraiment été développée dans le lore pour l'instant, mais qui potentiellement sera fait dans le futur. Stylé. Franchement, le lore de ces trois persos a l'air vraiment très très cool. Ouais, c'est sympa. Franchement, très bonne lecture. Ouais. comme dit Corny, elles sont meilleures amies. Ouais. C'est un peu ce qui est impliqué, effectivement. À voir si c'est plus développé, j'espère. Je trouve ça cool. Moi, je trouve que leur lore est vraiment sympa et intéressant. Donc, j'aime bien les personnages. Même si c'est pas forcément les trucs les plus fun à jouer contre dans le jeu. On est d'accord. Terra, pour faire un petit c'est qui la meilleure amie de Nu? Ce qui est impliqué, c'est que Nu et Enigma ont déjà eu une relation autre que parfait étranger ou ami par le passé. Okay. Parce que Nu, en fait, les lores, c'est que dans le lore, Nu est vraiment très blessé par le fait qu'Enigma la reconnaît pas et ne sait pas qui elle est. Donc voilà. Alors que à la base, c'est un être immortel qui séduit les gens tous les jours, tu vois. Donc c'est le fait qu'elle est touchée et blessée et qu'elle a vraiment quelque chose de mal à ce niveau-là, c'est... oui, c'est ça. C'est implicite. Merci. Couple Goals. C'est quoi la fanfic? Oui. Je suis sûr que si c'est pas déjà fait, il y a des gens qui écrivent des fanfics dessus. Au moment où on parle. On verra. Parlons-en. Puisque récemment, donc, il y a eu une short story là-dessus qui est sortie. Donc, on en sait un peu plus sur le personnage. Trop cool. Terra, c'est donc un golem qui a été créé à partir d'une branche de Gorshem, l'arbre monde de Arya, qui a été créé par un mage, a priori, qui est quand même assez puissant. Il a pu créer un être vivant, quoi, à partir de ça. Ah ouais. Et qui a donc une partie des pouvoirs de téléportation
et de création de portail de l'arbre. Puisque le mage qui l'a créé, en fait, demande à Terra de faire un portail pour ouvrir une porte entre Aria et les terres d'origine de ce mage-là, qui est le personnage dont je parlais au début, qui vient du nord. On sait pas trop où c'est, on sait pas trop ce que ça veut dire. Au final, il se passe autre chose. Je vous laisse lire cette short story pour que ça se passe vraiment une très bonne lecture. Donc voilà, franchement, je vous conseille. C'est une de mes, enfin c'est ma short story préférée de la dernière année, 2 dernières années presque. Ok, donc, intéressant. Je vous conseille. J'irai le lire celle-ci, je pense qu'elle va me plaire. Ouais, vraiment très sympa. Exactement, comme ça se fait en 15 minutes et c'est vraiment très sympa. Je conseille. Très cool. Ensuite, Verdance, dont je vais parler un petit peu en même temps que Florian. Donc Verdance, c'est l'aide de la reine de Candlehold, donc dans cette cité où il y a les hommes plantes, etc. Donc enfermé du reste de Aria. Et Verdance, c'est un peu comme la représentation elle-même de la vie. Donc, voilà, si la vie c'était une personne, ce serait Verdance. Et à son opposé, il y a Florian, qui est donc la mort. Ouais. L'idée des personnages, c'est vraiment de se dire, leur short story se base beaucoup là-dessus, sur dire que les deux sont nécessaires, les deux existent, et sans la vie, il n'y a pas la mort, et sans la mort, il n'y a pas la vie. C'est les alter ego, quoi. Exactement. C'est très sympa, leur lore est sympathique. On en parlera peut-être un petit peu plus, pareil, quand on parlera d'Aria. Mais et effectivement, le Ningland, tout ça. Florian a un petit côté Emo Sasuke Dark 57, mais franchement très sympa. Le personnage est très sympa, son look, et honnêtement, même si c'est un look Emo Sasuke Dark Boy, c'est hyper cool, c'est hyper stylé. Son armure est vraiment très très belle, et le mélange armure-feuille, et je trouve vraiment très c'est vrai qu'il est très stylé. Moi j'aime beaucoup le design de son armure. Et ensuite, Oscillo et Aurora, pareil, on va parler un petit peu ensemble. Oscillo, c'est un golem arcanique qui a été créé, on ne sait pas trop quand, potentiellement au 3e âge par le peuple, donc pour se battre contre les démons. Potentiellement avant, potentiellement après. On ne sait pas trop. En tout cas, c'est un golem vraiment gigantesque. Quand on regarde un petit peu il est très grand. Voilà, le scale avec un humain, c'est genre Oscillo fait 100 fois à peu près la taille d'un humain. C'est vraiment gigantesque. Très très grand, ouais. Du coup, c'est très drôle qu'il ait genre moins de points de vie que les autres. Je trouve ça très drôle. Et donc, Aurora, c'est comme Lexi. Pareil, elle vient de Volthaven. C'est une voyageuse. Et un petit peu comme Lexi, elle ressent des perturbations dans le flow. Elle veut essayer de trouver une solution. Et ça l'amène à, en fait, une gigantesque grotte souterraine où se trouvent Oscillo et d'autres constructs. Les autres constructions l'attaquent. Et en fait, elle essaie de esquiver, de se combattre avec ça. Et en fait, au moment où elle trouve Oscillo, a priori, ce qui est montré, c'est que Oscillo peut la protéger, ou en tout cas peut stopper le reste des constructions de l'attaque. Et donc, elle amène Oscillo vers Candlehold, où elle espère trouver de l'aide, et elle rencontre Verdance et Florian. Et il se passe 3 autres trucs, mais pareil, on en parlera un petit peu lorsqu'on parlera d'Aria. Très bien. Ensuite, Jarl. On en a un petit peu parlé tout à l'heure, mais l'idée du personnage de Jarl, c'est un gigantesque all-in qui se bat. Et un point vraiment important de Jarl, c'est que il se bat, mais il ne fait... Si tu le gênes, c'est comme si c'était un ennemi. C'est-à-dire que si... Faut pas se mettre dans la route voilà. de si Jarl, devant lui, il y a 8 persos qu'il veut tuer et un allié, et que s'il fait un grand coup d'arme, il va toucher les 9, c'est pas grave. Il touchera les 9. C'est pas important qu'il y ait un allié au milieu, c'est pas grave. Et il faut voir qu'en fait, Jarl, et surtout que la manière dont il est décrit dans la short story dont on a parlé plus tôt, c'est vraiment un one-man army. C'est-à-dire qu'à lui tout seul, il peut tuer des milliers et des milliers de démons, de créatures. Qui est badass. Donc c'est vraiment... Il est très délicat. Il est tout dans la délicatesse. D'ailleurs, ça se voit à son illustration. Oui. C'est tout dans la délicatesse. C'est tout dans le détail. Il est pas là pour trier gentil, quoi. Ouais.
Et ouais, ouais. Et franchement, moi je trouve son arme est vraiment incroyablement stylée. Je trouve que en Ouais. plus, avec la Ouais. mécanique de Expose, d'où l'idée que c'est une arme à une main et à deux mains, je trouve que ça, le design fonctionne. Tu vois qu'il peut la porter une main, tu vois qu'il peut taper sur avec une main, mais tu vois que clairement, s'il avait deux mains, il peut faire des bien plus gros coups. C'est bien plus mal. Donc c'est vraiment très sympa. Ouais, il est pas trop convention de Genève, Yarn. Non. Effectivement. Ouais. Non, mais il a un flow, c'est vrai que le Yar, là, Et ouais, très très super cool. classe. Évidemment, donc personnage qui existait depuis très longtemps sur les cartes, qui fait partie des premiers decks Origins. Ouais. Il y a quelques persos comme ça, où ils sont sur beaucoup de cartes et en fait, ça pourrait être des potentiels decks Origins comme ça. Moi mon pick ça va sûrement avoir un deck un de ces quatre, c'est Alana, qui est donc la carte de mentor dans le deck de Boltyn. Mais qui est en fait la mentor dans le lore de Dorinthea, amie des parents de Dorinthea, la mentor de Dorinthea, et qui se bat pour elle et qui se sacrifie pour elle. Donc voilà, pareil, on en parlera un peu plus tard quand on parlera de Shanna, etc. Mais je trouve que ce serait un personnage intéressant à explorer. Et enfin, les deux draconiques et arachnides du dernier set. Yep. Pareil, je vais pas y passer 1000 ans, on a fait un épisode dessus. Les deux sont des chefs militaires qui ont des pouvoirs draconiques et arachnide Oui, pardon, Minerva, c'est d'elle que je parlais. J'ai dit Alana, mais je parlais de Minerva. Mm. Pardon, je me suis mélangé les pinceaux. Voilà, j'ai parlé longuement de ces personnages-là et de Arachni dans The Hunted la dernière fois, Fait, ouais. ainsi que mon opinion de tout ça. Voilà. Notamment mon opinion sur ce nouvel Arachni qui, voilà. J'étais perplexe et je le suis toujours. Mais voilà. Tous ces personnages ont des setups. Tous ces personnages-là ont clairement des buts et des envies qui sont parfois les mêmes, parfois séparés. Je trouve que ce qui est vraiment bien, c'est qu'ils sont arrivés à avoir un cast de personnages qui est assez varié et assez grand et qui, au final, il n'y a pas tant que ça de repeat. Il n'y a pas tant que ça de personnages où tu te dis, bah, c'est le même, voilà, c'est le même, il a une motivation. À la limite, les deux que je trouve les plus similaires, c'est Aurora et Lexi. Voilà, c'est vraiment les deux viennent de la même ville, ils font les mêmes choses, etc. Mais à part ça, je trouve qu'il y a une vraie variance qui est très sympa. Et même au niveau de l'univers, voilà, avoir toutes ces régions qui sont si fondamentalement différentes, c'est vraiment très cool. Même si, évidemment, il y en a. Enfin, ils n'ont pas réinventé la roue, quoi. Enfin, voilà, c'est clairement des trucs qui sont très, très codifiés, mais en même temps, ça permet aussi de ne pas être perdu et d'avoir des non, choses. Mais ils ont tous quand même un flow, ouais. Ils sont Ouais, voilà. Je trouve que c'est vraiment globalement assez sympa. Et puis, surtout, faut pas oublier qu'au début, il y avait une ou deux personnes qui travaillaient là-dessus. Donc, et oui. Voilà. Et même maintenant, il n'y a pas tant de gens qui travaillent là-dessus. Donc c'est quand même assez impressionnant. Mon seul regret, c'est qu'au début, tous les artistes et auteurs, autrices étaient crédités par nom dans toutes les histoires. Et maintenant, c'est juste LSS Creatives. Ah ouais, ça c'est un peu dommage, ouais. C'est un peu dommage. Moi, il y a un truc que j'aimais beaucoup à l'époque, les short stories Magic. C'était donc tous les articles étaient crédités par l'auteur ou l'autrice et du coup, bah, tu pouvais les poser des questions sur les réseaux sociaux à la personne, etc. Et je trouvais ça cool. Et je trouve ça dommage de ne pas avoir accès à ça. Mais ils peuvent pas être parfaits tout le temps. Eh oui. Ils font un jeu très cool, avec des artworks très beaux. Non, voilà. En plus, voilà, le lore qu'on a est vraiment sympa. Franchement, c'est cool d'avoir du lore qui est cohérent. Totalement. Donc, avoir un lore cohérent qui fonctionne pour un jeu qui en a vraiment pas besoin, en fait. Il faut voir aussi que c'est ça. C'est comme je disais la dernière fois, c'est vraiment des. Alors, des trucs où... ça c'est plus discutable. Moi je pense que justement Flesh and Blood c'est un jeu qui a besoin de lore parce que c'est pas un jeu à licence, quoi. C'est vrai, alors c'est vrai justement, c'est vrai que comme il n'y a pas de licence pour porter ça, et il y a pas dans cet univers, je pense que c'est un peu le même truc
qu'avait League of Legends à ses débuts. Ouais. Cette idée que c'est un jeu où les gens adorent le jeu et Ouais. il y a quelques personnes qui vraiment adorent le lore et qui en parlent, etc. Et ça aide à faire vivre le jeu à un point que tu vois, je pense que c'est impossible de dire que League of Legends n'aurait pas eu son succès sans son lore. Ouais, je suis Parce assez qu'en vrai, la plupart des gens en sont battent les couilles. Mais ça a quand même attiré une communauté, ça a attiré du monde. Et Ouais. en vrai, même si les gens s'en battent les couilles, ils ont lu à droite à gauche des choses et ils ont lu des trucs sur leur personnage préféré. Et en vrai, ça attire quand même du monde. Bien C'est sûr. ça qui fait que tu veux rester pour beaucoup de gens, quoi. Donc ouais. Et Cool. ouais, comme dit Candy, effectivement, moi, ce que j'aime bien avec le leader des auteurs crédités, c'est effectivement quand tu vois que c'est que tu reconnais le nom de la personne qui écrit, t'es genre putain, c'est vrai que j'avais trop aimé la dernière fois, j'ai hâte de dire ça, et je trouve que c'est cool. Ouais. Oui, le cosplay, etc. Évidemment, ça fait aussi la communauté. De toute façon, toute activité communautaire fait que le jeu grandit parce que sans communauté, t'as pas de jeu, surtout pour un jeu comme un TCG. Donc Ouais, et évidemment. puis les personnes qui justement sont un peu mordues, bon, nous on est là, c'est qu'on est des mordus, hein, Bien et sûr. voilà, on serait très déçus, je pense, si on n'avait pas, tu vois, ok, on aime bien le jeu et t'as le step au-dessus où tu peux te dire, bon, maintenant en plus, Ah ouais, j'ai clairement. j'ai du Moi, lore et tout, c'est trop bien. c'est en général ce qui me fait rester sur les jeux, etc. Tout le monde dit ton souci avec l'or, c'est manque de cohérence. En vrai, je trouve que sur les trames globales, c'est assez cohérent. C'est très vague parfois. Ça, je trouve que Ouais, c'est une critique qui peut être faite, même si je trouve que c'est assez normal pour le moment, surtout encore une fois, en revenant à l'idée que c'est pas fait par beaucoup de gens. Et du coup, bah, on peut pas forcément aller trop dans les détails. mm, Mais en soi, il n'y a pas tant de choses qui manquent de cohérence. Euh, il y a eu un ou deux paradoxes dans le passé, notamment avec les choses les plus vieilles, parce que bah, forcément, encore une fois, c'est écrit par plusieurs personnes sur 5-6 ans. ouais, Voilà. Évidemment, parfois, il y a des petites incohérences qui arrivent, et aussi parce que des fois, ils veulent revenir sur certaines choses qu'ils ont décrites et qui ne sont plus satisfaisantes, quoi. ouais. Donc, évidemment, moi, ça ne m'étonnerait pas qu'à un moment donné, ils changent un petit peu, par exemple, le lore des brutes, tu vois. Peut-être qu'ils Ouais. veulent en faire autre chose que juste Smash Taper. Monstre, on s'en fout, tu vois. Ils vont peut-être vouloir faire quelque chose d'un petit peu plus intéressant. Donc, voilà, c'est des Yes. choses comme ça où je pense que c'est normal si à un moment donné ça change, quoi. Alors, si tu Ouais. regardes, pareil, je prends l'exemple de League of Legends, tu vois, mais si tu regardes League of Legends, ils ont changé complètement leur lore, genre 5-6 fois, et c'est normal. Voilà, à chaque fois, ils se rendent compte qu'en fait, bah, c'était nul parce que c'était écrit par des auteurs-autrices de 25 ans et que bah, c'était la première fois qu'ils écrivaient des trucs et que bah, c'était un peu cringe et du coup, bah, ils vont écrire et ils le refont tous les 4-5 ans et voilà. Ouais. Mais Non, je mais pense pas que ouais, là, attends, Ouais, vas-y. c'est pas, enfin, voilà, je suis pas j'ai pas les connaissances que vous avez vous dans le lore, pardon, mais c'est ce que j'ai cru entendre des personnes qui s'y connaissent aussi, et qui disent que oui, il peut y avoir des incohérences, mais c'est pas contre-productif en fait, et que la qualité quand même du reste rattrape les incohérences, et comme tu dis, ça peut être remodelé pour coller avec justement cet univers qui s'étend de plus en plus, et c'est un impératif, quoi. Ouais, totalement. Et puis c'est normal de vouloir aussi changer des choses petit à petit. Enfin, tu vois, par exemple, je Ouais. pense que honnêtement, au début, je pense qu'au début, c'était presque un choix que le fait que RAF, c'était vraiment juste ce terrain-là, ce Mm. continent, etc. Mais évidemment, au bout d'un moment, bah, tu vas te sentir un peu renfermé dans ton Et continent, donc oui, tu vas vouloir aller ailleurs, tu vas vouloir et inventer oui, d'autres continents, d'autres îles. Et c'est logique, c'est le développement logique finalement bien sûr. de tout ça. Ouais. Donc, C'est voilà, un monde qui s'agrandit par les extensions, par les nouveaux totalement. héros qui arrivent. Forcément, comme on l'a vu hein, dans la carte qu'on nous présente de race, ben, ça a des limites, ça a des frontières. Et à un moment donné, ben, pour justifier des nouvelles classes, des nouveaux héros, des nouveaux personnages, ben, il faut étendre un peu ses limites et composer avec ça, et faire des petits ajustements, modifications, parfois même entorses à ce qui avait été Carrément, ouais. écrit jusque-là, quoi. Mais c'est normal.
Alors, question idiote, quand je lis le lore, ça me perturbe comment on prononce rave. Moi, alors, ça dépend. Alors, si tu veux le prononcer avec un accent anglais, je pense que c'est plutôt genre rave. En français, je le prononcerais soit raf, soit rat. Mais rat, c'est un peu moche, donc je dirais plutôt, je dirais plutôt race. Hmm. Je pense que ouais, en anglais, c'est Euh, Wraith. Ouais. c'est rave, ouais, voilà. Pietro Pichelbot, 40 Purfu. Pitié, non. Non. Non, vraiment pas. Peut-être dans Hmm, 25 ans, mais ouais, voilà. pas tout de Pas suite. avant. Pas de... Euh, voilà, voilà. Très bien. J'espère que ça vous a plu. Ça fait comme 2 heures qu'on est là, donc Et oui, ça fait quasiment 2 heures. Donc franchement, on est bien. On est dans les temps là. À chaque fois, on s'était dit objectif 2 heures. C'est bon. exactement. On fait 2 heures, c'est chouette. Ah, ben, c'était très cool. Je Voilà. pense qu'on a fait le tour de tout ce qu'on voulait aborder. Comparé à la dernière fois où on avait fait un focus très précis sur Volcor et tout l'univers The Hunted, parce que forcément c'était Bien sûr. la sortie de The Hunted. Là, on a abordé un peu les aspects un peu plus généraux et repartir un peu au début, plus après une petite description des héros. C'était vraiment chouette, quoi. Ça nous donne une bonne vision globale de toutes les connexions qu'il y a entre les mondes, dans le monde, dans les personnes et tout. Chouette, quoi. Carrément. Et bah voilà. Si vous avez des questions, Mm. que ce soit si vous écoutez le podcast, si vous regardez la vidéo, n'hésitez pas à Yep. laisser un commentaire. Le Ouais. podcast, n'hésitez pas à faire un post sur Blue Sky ou quoi, et on fera du mieux pour répondre. Oui. Et puis sinon, bah, si vous voulez aussi qu'on parle d'une région particulière, de quelque chose de particulier, n'hésitez pas à le demander aussi. On Et fera oui. notre mieux pour faire ça. Ouais. Et puis voilà, Ouais. on se revoit bientôt. Yep. On se fait des gros bisous. On se dit à bientôt. Ça a été un plaisir de refaire ça avec toi. En Et espérant bah que de la même, prochaine fois, Geoff pourra participer avec nous parce qu'il voulait vraiment faire c'est un plaisir. Ouais. le live avec nous ce soir. Mais c'est pas grave, ça sera une prochaine fois. Très bien, mais merci à toi. On va se quitter Merci aussi. ici pour ce soir. Et on se dit à très bientôt. Et des bisous à tout le monde. Ciao, Salut, bisous. salut!